la méthode d'approche dans l'analyse de la crise anglophone. Nous sommes là, nous allons vers la 4e année. On a vu tous les efforts que les pouvoirs publics ont déployés pour que cette rentrée scolaire ait eu lieu. Mais on voit le sort qui est là aujourd'hui assez mitigé. Donc je pense que, à la vérité, il faudrait reconsidérer la méthode de gestion de cette crise-là dans le nord et le sud-ouest. Il y a pour beaucoup qui pensent que l'école, c'est un champ de guerre, c'est un champ politique. Et on ne peut pas, je dis sincèrement, on ne peut pas accepter que 15% à 20% de la jeunesse camerounaise soit pris en otage au nom de quelque intérêt politique que ce soit. C'est gênant. Si nous sommes partis à l'école, on ne serait pas ici en train de parler. Oui. Donc, il faudrait que ceux qui veulent utiliser l'école comme un gage, comme un lieu de chantage, vraiment reconsidèrent la chose. Il y en a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Si tant il est vrai qu'on veut demeurer dans le champ de conflit, qu'on ait fait cet effort pour préserver l'école et les enfants de ce conflit-là. Merci bien. Sa Majesté Joseph Baptiste Ndonto, bonjour. Bonjour, monsieur Serge Bikoy. Bonjour à monsieur Dassi. Bonjour à monsieur Biaga. Bonjour à André-Marie Dibamou. Et bonjour à nos chers auditeurs. C'est toujours avec beaucoup de fierté que nous nous retrouvons ici chez vous. Bien. Quel est le regard que vous portez sur les actes de xénophobie qui sont observés aujourd'hui en République sud-africaine? Les Africains qui tuent les Africains. Un problème qui est largement décrié aujourd'hui, non seulement dans l'espace public, mais bien plus à l'échelon international. J'ai eu l'occasion de voir certaines images hier et avant-hier, et des images choquantes, des images véritablement alarmantes. Et c'est le lieu pour moi, n'est-ce pas, de déplorer cette attitude des Africains qui s'entretuent, des Africains qui ne s'aiment pas, des Africains qui ne veulent pas que l'Afrique puisse se développer. Déjà dans les années, lorsque la colonisation s'est imposée à l'Afrique, certains occidentaux disaient déjà qu'ils avaient ça, que les Africains sont des êtres qui ne peuvent pas s'aimer, que les Africains ne sont des êtres qui, si un jour, dès lors qu'il leur arriverait de prendre le pouvoir pour se gérer, nous avons bien l'impression que ces occidentaux avaient peut-être raison, mais les différents pays, les relations multilatérales qu'il y a entre les différents pays. Et il faut situer cette dualité, parce qu'en réalité, il y a une sorte de dualité, de dualisme entre la République sud-africaine et le Nigeria. La République sud-africaine étant la première puissance économique pendant longtemps, a été un peu supplantée par le Nigeria ces dernières années. Et il reste dans l'esprit, on a l'impression qu'il reste dans l'esprit des Nigérians, et surtout des Sud-Africains, que le fait pour les Nigérians, n'est-ce pas, de se retrouver en Afrique du Sud, ne participaient pas, ne permettaient pas à ce que les Sud-Africains puissent avoir du travail, que les Nigérians venaient prendre leur place, que les Nigérians venaient occuper leur richesse, que les Nigérians venaient, c'est la raison pour laquelle c'est parti effectivement de ces Sud-Africains. Il faut juste déplorer cet état de choses. Le Niger est un grand pays. Et nous, ici au Cameroun, nous recevons beaucoup. C'est pour cela que le Cameroun est une terre d'accueil. Oui. Vous voyez un peu comment nous recevons tous les étrangers. Vous voyez comment dans d'autres pays ça se passe lorsqu'il y a quelques échauffourées. C'est dommage, c'est vraiment dommage que l'Afrique puisse vivre ce genre de choses. Que ce soit les deux premières puissances africaines qui se comportent de cette façon, c'est vraiment dommage. C'est entendu, Maître Clipenchoto, qui nous a rejoint, bonjour. Bonjour, monsieur Serge Bikoy. Je préfère commencer par la première thématique du jour avant la revue de la presse que va faire tout à l'heure Jean-Charles Biot. Là, qu'est-ce que vous avez marqué singulièrement lors du procès de Maurice Kamto-Yégué, allié politique qui a débuté vendredi dernier, 6 septembre 2019? Alors, permettez-moi déjà de dire bonjour à tous les copanélistes. Bonjour également à vos auditeurs. C'est un plaisir d'être ici. Répondre à votre invitation a été vraiment très fondamental pour nous autres. Alors, pour répondre à votre première question, je dirais d'emblée de jeu que je suis l'avocat du MRC en qualité de client
Donc j'ai assumé pleinement mon devoir professionnel. Et il est important de le dire d'entrée de jeu. Maintenant, c'est un client que nous avons conduit à une audience. On n'en reviendra pas parce que tout le monde est au courant de l'actualité. Alors, la première audience qui a eu lieu le 6 septembre dernier, c'est-à-dire vendredi dernier, au tribunal militaire, a été malheureusement pour nous autres marquée d'une empreinte de déception. Pour quelle raison? Parce que déception sur les commodités. Les commodités, nous parlons des commodités pratiques. Parce que voyez-vous, on s'est retrouvé dans une salle très étroite. Alors même au sens de l'humanité, au sens humain, il était impossible de travailler, sous ces conditions. Et c'est l'occasion même, M. Bikoy, de remercier Madame la Présidente de ce tribunal et bien entendu le commissaire du gouvernement qui ont ensemble avec nous convenu de ce qu'il était vraiment très difficile. D'ailleurs, Madame la Présidente l'a remarqué au cours de son audience en disant la même fois que la salle est petite et puis l'atmosphère n'est pas propice pour qu'on puisse travailler. Elle invitait à chaque fois les gens à faire moins de bruit, à être plus attentifs. Donc, on est d'accord que c'était une salle vraiment étroite. Alors, elle nous a même promis, à la demande de nous autres conseils, de voir comment cela peut être régularisé dans les audiences à venir, pour qu'on puisse avoir une salle viable et pour que tout le monde puisse s'exprimer et pouvoir procéder à un procès vraiment normal, vraiment ouvert, parce qu'il faut le dire, c'est un procès public et les gens n'ont pas à rester dehors. Tout le monde doit s'exprimer. L'accusé qui est là doit être dans les conditions à pouvoir déposer de façon sereine. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi que si celui-là est étouffé, s'il ne respire pas bien, s'il transpire, dans la tête déjà, ça ne peut pas donner, il ne peut pas déposer librement, sereinement. Et nous, les avocats, passer une journée debout n'est pas toujours évident. Vous avez vu, il y avait la salle, ça a été petit, le banc des avocats était écroît, il était insuffisant. Moi, personnellement, avec le confrères, nous étions debout. Oh, on a besoin de s'asseoir, on a besoin d'être aéré, on a besoin de mieux préparer notre défense. Donc, sur le plan simplement de commodité, voilà ce qu'on peut relever de cette journée. On va revenir sur les aspects du fond tout à l'heure. Dans quelques instants, la revue de la presse. La revue de la presse nationale. Salut Jean-Charles Biola, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. C'est pour la revue de la presse nationale. Le Barreau va-t-il toujours réussir son mouvement d'humeur le 16 septembre prochain? Alors Serge, c'est la question que se pose le journal du Cameroun qui constate que depuis quelques jours déjà, une avalanche de correspondances fuite sur les réseaux sociaux et dans ces documents fait remarquer le journal en ligne, on constate la volonté du gouvernement camerounais qui se mobilise pour désamorcer cette bombe. Des avocats du Cameroun, dans l'un de ces documents renchérit le site d'information, c'est le ministre délégué auprès du ministre de la Justice qui instruit tous les procureurs généraux de veiller au libre exercice de la profession des avocats et au respect des droits de la défense par une saine application des dispositions du Code de procédure pénale. Dans un autre document, c'est au tour du secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice chargé de l'administration pénitentiaire d'inviter les délégués régionaux de l'administration pénitentiaire de veiller à ce que les mesures de police prescrites par le règlement intérieur de chaque prison soient implémentées de manière à faciliter l'accès des avocats à leurs clients. Même son de cloche du côté de la justice militaire où le directeur de cette juridiction demande aux officiers de police judiciaire d'assurer le respect scrupuleux des droits humains et des droits de la défense. Et enfin, c'est la DRDR, la police n'est pas en reste. Le délégué général à la Sûreté nationale rassure au ministre de la Justice que la Sûreté nationale est toujours restée ouverte aux sollicitations des avocats et ne ménagera aucun effort pour faciliter l'exercice de leurs activités au niveau des unités de police et auprès des officiers de la police judiciaire. Quasiment, Serge, des réponses aux préoccupations soulevées par les avocats du Cameroun. Affaire ministère public contre Maurice Kamto et compagnie, le procès est reporté pour le 8 octobre prochain. C'était à la demande des avocats de la défense car le malaise subi en pleine salle d'audience par Christian Pendekoka
ex-conseiller économique du président Paul Biya, co-accusé dans ce dossier de Maurice Kamto, ne pouvait plus permettre le déroulement serein de l'audience, l'a expliqué à l'AFP, l'agence France Presse, Maître Michel Tchalé, l'un des avocats du président national du MRC, rapporté ici par La Voix de l'Amérique. En fait, lit-on sur le site Journal du Cameroun, tout à pourtant bien commencé, mais 30 minutes plus tard, tellement la salle du tribunal militaire était étroite et tellement qu'elle était archi-comble et qu'elle suffoquait, Christian Pendekoka, 67 ans, n'a pas pu supporter. Il va s'écrouler et entrer au coma. Il sera immédiatement conduit au bureau du commissaire du gouvernement pour être pris en charge par le personnel médical de l'état-major de l'armée de terre. L'audience est suspendue pendant près d'une heure. À sa reprise, les avocats de Maurice Kamto et 89 autres militants et alliés du mouvement pour la renaissance du Cameroun vont demander à la présidente du tribunal un renvoi, ce qui leur sera accordé. Affaire Kamto, le procès le plus médiatisé. C'est le moins ce que l'on puisse dire, du moins si on s'en tient à l'article publié par le site d'information Blessing News, qui, comme beaucoup d'autres médias en ligne, n'a pu avoir accès au camp de l'Unity à cause de la forte présence policière. Le reporter a donc choisi d'axer son papier sur les faits et gestes de l'extérieur du camp de l'Unité. Il est 8 heures, raconte le journaliste, lorsque les militants, sympathisants et alliés du MRC commencent à affluer pour assister à cette audience. Les forces de police ont également été mobilisées en grand nombre pour assurer la sécurité. Certains militants sont même expulsés de la salle d'audience et assurent avoir été mis à la porte par les forces de sécurité. Ils se mettent alors à clamer haut et fort que ce jugement est un procès de la honte, une parodie de procès. Même les journalistes sont tenus à l'écart. Il n'y a que la presse publique et 2 médias privés qui peuvent entrer. On nous a fait comprendre qu'il faut des accréditations, ce qui est difficile à comprendre puisque c'est un procès qui est censé être public. C'est indigne un confrère du magazine Jeune Afrique, tenu lui aussi hors du portail, comme le témoigne un autre confrère de Deutsche Welle, la radio allemande. Et c'est donc dans cette atmosphère que l'ancien candidat à la présidentielle s'est présenté à la salle d'audience, accompagné entre autres de Christian Pendekoka, Benzonga, Valsero, Michel Doki et Célestin Jamel, entre autres. Les prévenus rejoignent alors leurs co-accusés issus des prisons centrales de Kondangui, Dunfu, déjà présents dans l'enceinte du tribunal militaire. Le président national du MRC n'a pas eu l'occasion de tirer l'obus. Pas du tout, ce sera pour une autre fois, cette fois-ci précisément, le 8 octobre prochain, que sera organisée la vraie séance de tir au but. Tir au but, synonyme de pénalty que Maurice Kamto affirme avoir tiré et marqué en octobre 2018, malgré le fait qu'il ait perdu le match selon le Conseil constitutionnel. Mais le tir au but, ici, c'est aussi ou surtout synonyme de guerre et de militaire, car le but, OBUS, comme l'a écrit cette semaine le quotidien Mutation, c'est bien cette grosse munition en forme cylindrique tirée par un canon et qui fait d'énormes dégâts. Maurice Kamto voulait-il des joueurs ayant eu un léger malaise juste quelques minutes après le coup d'envoi de ces tirs au but, OBUS, dont la suite s'annonce déterminante pour la carrière politique de Maurice Kamto. C'est un procès de la honte, tempête le quotidien Le Jour. Le procès d'un civil devant le tribunal militaire n'est ni conforme à la constitution du Cameroun, ni aux engagements internationaux de l'État camerounais. C'est une honte pour notre pays, s'exclame l'un des avocats de la défense, interrogé par le journal d'Aman Mana, le journal Le Jour. Et parce que c'est une honte pour le Cameroun, ajoute-t-il, qu'en contestant sa compétence, la compétence du tribunal militaire à juger les civils que nous sommes, nous voulons que force reste au droit et que la notion d'état de droit ait un sens dans notre pays. Pour le reste, nous sommes prêts à faire face à la justice pour que la vérité éclate dans cette affaire, déclare ce spécialiste sous un ton plutôt rassurant. Avec ce procès de Maurice Kamto, le tribunal militaire, tant douté sur sa neutralité, joue donc sa crédibilité, tandis que, sous forte pression de la communauté internationale, le gouvernement camerounais joue sa réputation et les accusés risquent la peine de mort. Voilà donc tout l'enjeu de ce procès, combien inédit au Cameroun, un candidat arrivé deuxième à la présidentielle
comparaître devant un tribunal militaire, s'indigne pour sa part le tri-hebdomadaire Les du Sahel. Merci bien, Jean-Charles Biot, la bon dimanche, cher ami. Et à dimanche prochain. Alors, Joseph, Sa Majesté Joseph-Marie Ondondo, Joseph Patrice Ondondo, le jour estime que l'affaire Kamto et allié politique est considérée comme un procès de la honte. C'est le même commentaire que vous partagez ou bien? Je crois que le jour s'est trompé carrément du titre. Et nous savons quelles sont les accointances que le journal Le Jour a avec, n'est-ce pas, le principal responsable du désordre au Cameroun actuellement. C'est-à-dire que le président Kamto et ses alliés, ils sont, n'est-ce pas, les principaux perturbateurs de la paix sociale. Non, en réalité, il faut restituer les choses dans leur ordre. Les choses dans leur ordre signifient quoi? Ça signifie que c'est la législation camerounaise qui a attribué cette compétence au tribunal militaire. Le tribunal militaire est un tribunal spécialisé. Le tribunal militaire a été choisi pour juger, pour traiter des affaires liées à l'insurrection, au terrorisme. C'est la législation qui l'a conféré ça. Donc, c'est un tribunal spécialisé, c'est pas un tribunal d'exception. Et d'autre part, alors à partir de ce moment, il appartient au juge. Il appartient au juge de qualifier les infractions. Parce que lorsqu'on a porté plainte contre Maurice Kamto, c'était selon certaines infractions. Alors, est-ce que ces infractions sont vérifiées ou pas? Ça, c'est le travail du juge. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous substituer, effectivement, à la place du juge. Mais si on revient un peu plus loin, oui. Maurice Kamto lui-même, il a été le premier. Non seulement il a été le premier, il fait partie de ceux qui ont mis cette législation ici au Cameroun, quand il était ministre de la Justice. Deuxième chose, donc aujourd'hui, ça le rattrape. Deuxième chose, il est le premier, le tout premier à avoir porté plainte contre les civils, contre Kabaye, contre le ministre Mounouna Foussou, contre un certain nombre de dignitaires au nord, au tribunal militaire. Il y a eu des échauffourées, je ne sais pas. On avait brûlé les maillots, simplement. C'est-à-dire qu'on a simplement brûlé les maillots et les tenues du MRC Basse. International. Donc, ils ont considéré, Maurice Kamto, par exemple, considéré que c'était des actes de terrorisme, de vandalisme. Ils ont été les premiers à porter ça au tribunal militaire. Vous vous imaginez un peu, 2 ans avant, si au jour d'aujourd'hui, la vérité l'a rattrapé, et que lui, quand même avec ses partisans, ils ont commencé à s'aimer le désordre, à ne pas respecter le verdict du Conseil constitutionnel, qui est déjà un acte très grave, à appeler à l'insurrection. Alors là, c'était tout à fait normal qu'au jour d'aujourd'hui, il soit jugé devant le tribunal militaire, qui est un tribunal spécialisé pour juger les infractions liées à ce qu'ils ont fait. C'est tout. André Marie Dibamou, est-ce que les civils doivent être jugés par le tribunal militaire? C'est une question technique, c'est Jérémy Bikoy. D'emblée, je suis un civil et je vous réponds tout de suite non. J'aimerais pas être à la place du professeur Maurice Kamto, tout comme j'aimerais pas être à la place de tous ces avocats qui, on m'a dit dans les circonstances carrément ubuesques, se sont retrouvés dans une salle exiguë hier, ou c'était avant-hier. Donc vraiment, je voudrais ici adresser beaucoup de courage au président national du MRC et voilà, lui dire que voilà, en dehors de ses convictions politiques et de ses combats, il reste un homme et qu'il a droit à un procès équitable. Donc quand j'ai fini de dire cela, j'ai envie de dire ceci. Vous avez posé une problématique fondamentale sur la lecture juridique et politique. Le juridisme, nous avons un avocat, je préfère qu'il entre en matière. Sur la lecture politique que moi j'ai faite, c'est celle-ci. Et je prends le risque. Monsieur Albert Zangan, c'est un homme politique qui a été député du RDPC. Monsieur Maurice Kamto est un ex-ministre du président Paul Biya. Je ne sais pas s'il est du RDPC. Monsieur Penda Ekoka, à l'époque, quand il était ministre, on ne sait pas s'il avait un parti politique, mais il se dit qu'il était technocrate. Non, il était Sardinard. Numéro 1. Non, il n'appartenait pas au RDPC. Il faut restituer les faits. Sardinard signifie les gens qui aiment manger. Donc, comme lui, on lui a donné la nourriture, il a donc mangé. Il a donc appris aux gens que
pour servir, il faut d'abord manger. Donc c'est ça qu'il a fait essentiellement. Monsieur Penda a été ex-conseiller de M. Paul Biya à la présidence de la République. Je ne sais pas s'il était aussi du RDPC ou Sardina. M. Paul-Éric King a été ex-maire RDPC de la commune de Penja. Je ne sais pas s'il était Sardina ou Tontina. Un autre. Très bien. C'est donc la lecture politique que moi je fais de ces leaders politiques. Et j'ai envie de leur dire que c'est ce qu'ils ont semé à ce moment-là qui les rattrape. J'ai entendu ici que la loi a été faite par M. Kamto, qui a gagné un marché là-dessus. Je ne tire pas sur les ambulances. C'est pourquoi j'ai du mal même à évoquer ce passif et ce passé. Parce que actuellement, Moïse Kamto est en difficulté et ces 4 personnes sont en difficulté. Et par solidarité, pour eux, dans cette difficulté, je me réserve de faire une lecture juridique. Mais je vous ai dit en entrée que le tribunal militaire au XXIe siècle, vraiment, je ne dirais pas que c'est une honte, c'est aller un peu loin, je dirais qu'on est en retard. On devrait pouvoir évoluer. Je suis très heureux d'avoir lu les interventions du ministre délégué à la justice rappelant les magistrats à l'ordre. Mais je vous dis que si les magistrats se mettent au pas, les officiers de police judiciaire sont ceux qui sont parfois à l'origine de ces exactions. Dans les commissariats, c'est parfois pas des magistrats, vous voyez, c'est parfois des policiers très zélés qui ne reçoivent pas toujours des instructions dans ce sens. Et quand c'est le cas, c'est pas officiel. Vous voyez, ils se permettent de faire ces choses qui peuvent, et peut-être c'est pas le sujet. Nous sommes d'accord. Vous êtes avocat. Attendez, je vois que vous finalement. Et je chute par là. Majesté, avec votre respect, permettez-moi de chuter et je vous donnerai le temps qu'il me reste avec la permission de Serge Mebikoy. C'est pas moi le modérateur, bien évidemment. Monsieur Serge Mebikoy, je prenais l'exemple de ce qui se passe. Vous êtes journaliste. Moi, je suis diplômé de l'ESTIC en journalisme. Vous savez que les griefs qui sont décriés par les avocats, par le barreau, sont les mêmes que les journalistes peuvent décrier. D'ailleurs, vous venez de le dire, que les journalistes sont maintenus à la porte. Certains sont battus. Il y en a qui sont en prison, dans l'exercice de leur mission. D'autres ont été incarcérés dans le même cadre du procès, parce qu'ils sont retrouvés dans des domiciles où les gens devaient être interpellés. Même malgré leur carte de presse, ils ont toujours été traités comme ça. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à moi hier. Sur ma carte d'identité, j'ai eu le malheur d'avoir mis journaliste parce qu'en 2010, quand je suis à l'école, je suis journaliste, je suis à Cameroun Tribune, j'ai fait le poste national, et donc dans ma carte d'identité, c'est journaliste. Alors, je vais donc rendre visite à la prison centrale de Yaoundé. À quelques heures, je souhaite rendre visite à Moïse Kamto. Je ne sais pas quelle est la procédure. Je n'ai pas pu obtenir un permis de communication. J'arrive à l'entrée, j'ai un paquet. Je dis, bon, vraiment, j'ai des gens là. Et puis moi, je suis à Douala, je suis arrivé ici. Comment ça se passe? On me dit, il faut prendre une autorisation. Je dis, bah, très bien, je vais aller chercher une autorisation. Mais je vois les gens entrer là, ils n'ont pas d'autorisation. On me dit, bon, ok, on peut autoriser si vous avez une famille. Je dis, bon, très bien, je connais. Est-ce que vous pouvez, s'il autorise à ce que je vienne, etc. Mais dis donc, on arrange tout et je dois entrer. Au moment d'entrer, je dois laisser la carte. Et sur la carte, j'ai le malheur d'être journaliste. Je sors mon passeport, je dis non, ça c'était à l'époque que j'étais journaliste. Je renie même ce métier qui est pourtant si non. Et qu'est-ce qui vous y était arrivé en ce moment? J'ai été bousculé. Malheureusement, quand je me suis présenté après, ils se sont excusés en disant, bon écoutez, on a des instructions, ici il faut un permis de communiquer pour entrer. Je veux dire que ce que vous décriez, cher monsieur avocat, on peut le faire pour les journalistes aussi. Et je voudrais que les journalistes soient aussi organisés autour du barreau pour défendre le droit à l'information, la couverture des procès, monsieur le journaliste du Messager. Vous n'étiez pas à l'intérieur. Et le rapport que vous feriez, c'est le rapport d'un rapport, avec le risque que cela comporte de déformation. On vous fait des comptes rendus, on vous dit que c'est des hommes en tenue qui étaient, vous ne les avez pas vus. Vous voyez que ça devient difficile de faire votre travail. Et pourtant, pour que la vérité jaillisse, il faut bien qu'il y ait une traçabilité, il y ait une clarté, qu'il faut que cela soit ouvert. Léopold Tassi, un regard sur seulement 4 médias qui ont été accrédités pour justement couvrir ce procès-là. On dirait qu'on ne voudrait pas véritablement voir une masse des journalistes pour couvrir un procès d'une telle envergure. C'est regrettable. Quand le confrère parle, je suis stupéfait. Ce qu'il dit est vrai. Bon, je vais quand même préciser que, à l'attention de chers confrères, que le conseil de Moïse Kamto en a fait organiser une conférence pour nous éclairer sur les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé ce jour en salle. Donc, on a 2 ou 3 mots. Bon, ce que vous dites est fondé. Ça, il faut être naïf pour ne pas le reconnaître.
Revenons au procès Aimé. Je suis embarrassé, vraiment. Il faut le dire. Là, je vais parler avec le cœur maintenant. Pourquoi? Parce que c'est notre pays, c'est l'avenir du Cameroun qui est en jeu. Et on ne va pas venir ici faire la politique. Je ne sais pas le faire, je dis ce que je pense, je peux me tromper, mais je le dis. Mais ceux qui ne le savent pas comme cela devraient comprendre que c'est par patriotisme que je le dis ainsi. Je pense que ce procès ne devrait pas avoir lieu. Ça, je suis certain que je peux me tromper. Tout comme le procès à Youtabi ne devrait jamais avoir lieu. J'ai la faiblesse de croire que depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours observé comment le président de la République gérait ce pays. Peut-être naïvement que j'observais, mais avec le temps, j'ai compris que c'était un homme qui gérait avec beaucoup de tact. Donc il y avait des choses qu'on pouvait mettre en avant qu'il taisait derrière. Donc aujourd'hui, je suis en même temps ahuri de dire qu'il a changé. Ce n'est pas le président Biya que nous avons connu avant. Il y a une césure dans la façon de faire les choses. Quand on a arrêté Ayouta Bé au Nigeria avec ses amis, c'était le 8 janvier, je crois, 2018, j'avais pensé, j'avais espéré, je l'ai dit ici la fois dernière, qu'on devait l'utiliser, qu'on devait l'éduquer, qu'on devait le déradicaliser. Le socialiser, merci du terme, pour l'amener dans les régions en conflit, prêcher la bonne nouvelle de paix. Ça veut dire qu'il devait rentrer dans le Nosso pour dire aux Camerounais, ses frères, que je me suis trompé. Ça ne va pas, mais c'est une vérité. Vous avez fait cela avec Jean de Dieu Momon. Jean de Dieu Momon qui hier parlait contre lui, l'a compris. Je n'ai pas compris. Mais attends, je tiens en train de dire, qui disait hier toutes les saletés, les choses dérangeantes sur le pouvoir. Aujourd'hui, il est revenu à la bonne religion que nous l'avons prêché. Vous avez cet art-là de le faire. Donc je suis en train de dire que concernant Ayouta Bé, on aurait souhaité qu'on lui prêchât cette même vérité, cette lueur d'espoir que vous avez. Je ne suis pas en politique, je dis qu'il y avait la possibilité au début d'utiliser, et vous l'avez gardé pendant longtemps. On dit qu'on l'a exécuté, les gens disaient comme cela. C'est le minable qui est venu dire que non, mais il a pris du poids là-bas en prison, ça va. Il l'a fait. Bon, je me disais que ben, c'est bien parti. Certainement qu'on va rentrer dans son fief et dire aux Camerounais de la région que ben, voilà des deux régions que voici, donc nous revenons, on s'est tombé, bon, voici ce que nous avons, parce qu'on ne peut pas faire la paix sans négociation, qu'importe l'issue. Voici le premier aspect. Donc pour le professeur Maurice Kamto et compagnie, j'avais pensé la même chose, hein. Disons-le clairement, en 92, l'onde de choc était plus grand que cette fois-ci. L'amplitude était plus, après les élections de 92, hein. Il n'y a rien par rapport à cette fois-ci. On ne l'a pas dit. L'ambassade de France a été attaquée en 92, avait été attaquée. On ne l'a pas dit parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux. Ça a été fait en 92. Mais le président Biya, à l'époque, a dû, par sa façon de faire, tempérer les choses. On n'a pas mis John Fodi en prison. Il y a eu même l'état d'urgence dans le nord-ouest à l'époque. Mais John Fodi n'a jamais été inquiété en tant qu'homme politique. C'était le deuxième homme qui venait derrière le président Biya. De manière sage, on a su manager. Tout le monde voit la suite aujourd'hui. Ça veut dire que le tsunami SDF qui venait, qui est né avec 6 morts sur le carreau, le pouvoir a su manager. Vous voyez, ça a calmé la chose parce qu'aujourd'hui, des gens même disent que le SDF et le RDP c'est cuisine derrière la maison. Les gens disent ça aujourd'hui parce que la façon de manager. Bon, l'année dernière, à l'élection présidentielle, il y a eu ce qu'il y a eu. Bon, on avait plongé. Nous espérons que, ben voilà, le président de la République, fidèle à sa stratégie, devait certainement amener le professeur Maurice Kamto avec ses alliés à comprendre notre évangile. Alors, je ne sais pas. Et puis, lorsque l'avocat français Moïti et V sont arrivés ici, toujours dans cette veine-là, il était en prison, Moïti a dit une phrase, il a dit que le président de la République, le Maurice Kamto a dit en prison qu'il veut rencontrer le président de la République. Nous, on a dit, mais voilà. C'est une occasion donnée pour qu'on n'arrive pas à exposer les choses de la République. Serge, oui. Quand vous regardez, il est là l'avocat de Maurice Kamto. Ils ont dit les clients, les témoins qu'ils ont cités devant la barre, hein, ce sont les hauts dignitaires de la République qu'ils ont signé, qu'ils ont cités. Je me pose la question, ils vont venir là-bas, ben, s'ils viennent, les questions qu'on va leur poser. Vous pensez qu'on va l'appeler pour dire que vous quelle est la couleur de vos chaussettes? On va lui demander qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Mais ce sont les affaires de la République qui sont sur la rue.
Je ne dis pas, la République n'est pas... Il n'y a pas les choses de Fadi pour la Tanganji Mbaganga. Ils sont cités comme des témoins. Aller devant les tribunaux, vous voyez des choses comme ça. Et c'est le droit qui le veut. Ce n'est pas que les avocats ne sont pas dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Et moi, je pense, et j'ai la faiblesse de le croire, que vraiment, et comme je l'ai dit au début, cette affaire-là, sincèrement, à mon avis, s'il fallait me demander, n'aurait jamais eu lieu. Mais maintenant, Serge, il y a eu lieu. Le procès a eu lieu. Oui. Mais il ne se fait pas tard, à mon sens, vraiment. Je pense qu'il va aller jusqu'au bout, comme c'est attention, on ne peut pas arrêter. La machine est lancée. Bon, maintenant, l'issue, Majesté, l'issue, quand on aura certainement, par exemple, condamné Maurice Kamto ou pas, dans cette affaire, qui gagne, qui perd? Voilà l'autre question que je pose. Que nous le voulons ou pas, que ce soit l'État du Cameroun, constitué par le RDPC et alliés, que ce soit Maurice Kamto et alliés, tous, que nous voulons ou pas, se battent pour l'intérêt du Cameroun, pour le bien-être de tous les Camerounais. Et ça, là, nous ne devons pas l'oublier. La grandeur d'un peuple, à mon avis, c'est un peuple qui s'est fait consensus, qui s'est fait chorus autour de ce qui est principal, autour de ce qui est essentiel. Donc, moi je pense que ceux qui veulent faire le va-t-en-guerre, sortir l'épée rapidement, ils devraient se rassurer, tempérer les choses, parce qu'après cet épisode, le Cameroun va continuer, et tous sont des Camerounais, il n'y a pas d'étrangers dans cette affaire-là. Donc voilà mon avis dessus. Je peux me tromper, mais je le dis ainsi. Je peux juste ajouter. Oui, mais une minute, de la parole. Chaque chose en son temps, je suis d'accord pour l'esprit de paix, l'esprit de consensus qui doit guider tous les Camerounais. Je veux juste ajouter que chaque chose en son temps. C'est-à-dire que dès lors que le temps de la justice sera passé, il y aura certainement le temps, n'est-ce pas, de la réparation de certaines choses. Mais il faut savoir que nous sommes dans un état où il faut que tous les Camerounais, nous sommes tous égaux en droit et en devoir. Il n'est pas normal que dans un palais de justice, nous avons des compatriotes qui vont dans un palais de justice sous prétexte, ils se mettent à chanter, ils se mettent à insulter. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que certains Camerounais insultent les autres et que les autres n'ont pas le droit d'avoir ou de porter plainte ou d'avoir raison. Il faut respecter, il faut qu'on se respecte tous et il faut respecter la justice camerounaise. Je peux féliciter Ignec Biaga. Il y a certains acteurs politiques qui sont montés au président cette semaine et ont estimé que c'est le moment opportun de pouvoir se mobiliser pour justement décrier un ensemble des façons par rapport à la justice camerounaise. Il y a par exemple Massimilien Gombe, Edith Kabamwala qui était là ce jour-là et qui disait c'est le moment aujourd'hui de quitter les réseaux sociaux et d'abandonner les plateaux de radio et de télévision pour justement aller soutenir l'homme politique. Est-ce que le PCRN est également prêt à soutenir la cause de Maurice Kamto? Mais lorsque vous me posez cette question étant en plein studio, ça veut donc dire que même les médias ne soutiennent pas le candidat Maurice Kamto. Moi, je voudrais situer le problème un peu plus loin, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des conséquences. Là, je parle en tant qu'acteur politique. Nous sommes au soir d'une élection où on a environ 6 500 000 Camerounais en âge de voter. Oui. Et nous avons à peine 3,5 millions qui participent au vote. Ça pose déjà problème. Mais je vous assure, parce que l'aîné a parlé tout à l'heure des élections de 90. Si nous avons 92 autant pour moi, si nous avons une population qui participe massivement à l'élection au Cameroun, ce genre de problème, on ne les aura jamais. Mais vous voyez, les Camerounais sont assis là. Inscrivez-vous. Ils ne s'inscrivent pas. Ils passent le temps à tirer sur le système. Allez récupérer les cartes. Ils ne les récupèrent pas. Mais vous avez un système qui vit du faux. Lorsque vous abandonnez vos cartes, vous ne vous inscrivez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la faiblesse principale d'abord des acteurs politiques qui ne réussissent pas à se mettre ensemble pour mobiliser ces populations camerounaises, pour qu'elles s'intéressent effectivement à la chose politique. Mais voyez les procès, ils sont courus. Les gens regardent, ces gens qui regardent ne sont pas inscrits. Mais vous, le système en place se moque de ces gens, puisque finalement, ils ne constituent aucun capital, aucune force politique. Vous allez bavarder, vous n'êtes pas inscrit. Là, il faut aller sanctionner. Vous êtes incapable de sanctionner. Donc, quand vous me demandez, en tant que membre du PCN, de voir si nous aussi nous sommes prêts à assister le professeur Maurice Kamto en tant qu'acteur politique, mais j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si vous êtes au Cameroun. Le jour où le professeur Maurice Kamto a été interpellé à Douala, le président Cabral Libi a été l'une des premières personnalités politiques à prendre la parole en disant qu'il n'est pas normal, dans un état sérieux, de mettre en prison, d'interpeller les Camerounais pour une marche politique. Il l'a dit depuis. Maintenant, quand le procureur revient pour dire qu'il y a des charges, qu'on dit
en principe lourde à l'endroit du professeur Maurice Kamto, le président Carval Libi a à nouveau pris la parole en disant que, ok, comme c'est le cas, on verra au tribunal, mais il faut que la justice soit juste, équitable, transparente dans ce procès. Parce que le professeur Maurice Kamto, comme tout autre Camerounais, a le droit à un procès juste et équitable. Maintenant, peut-être le devoir de respecter la justice camerounaise, il a le devoir de respecter ceux qui gênent avec les ennemis, on les écoute. Mais permettez d'écouter, j'étais en train de parler de Cabral Libi. Je parle de Cabral Libi par rapport à ses prises de position en rapport au procès. Il n'était pas là pour donner une quelconque leçon au professeur Maurice Kamto. Il parlait du professeur Maurice Kamto comme de tout autre justiciable devant comparaître au tribunal. Donc la position constante du PSRN, c'est pas un problème d'un acteur politique. On doit être d'abord solidaire aux acteurs politiques, mais à l'ensemble des Camerounais. Est-ce que vous savez que Jean-Jacques Ekindji a été lui aussi présenté à ce tribunal? Ayoub Tabe même, ce ne sont pas les premiers civils, mais on ne comprend pas à quelle époque on se trouve aujourd'hui. Mais c'est en 2008 le vice-premier ministre, le professeur Maurice Kamto, lui-même qui préside les travaux qui font que cette loi, c'est-à-dire pour les mêmes infractions, que celui qui poursuit ait le choix entre le tribunal militaire et un tribunal commun. Donc, ça pose globalement problème même de la soutenance. Bon, peut-être vous parlez des cas voilà, qui sont dans la posture qu'il faut ou être présent au tribunal ou alors faire un mouvement d'humeur. Mais je vous dis que de manière constante, le PCN, d'ailleurs même lorsque vous lisez notre projet de société, ça c'est le chapitre 1, il est intitulé clairement ceci, l'État. Un socle véritable d'un contrat social. Parce que ce problème, on ne peut pas le traiter partiellement. C'est un problème global. Comme l'a dit tout à l'heure un de vos confrères journalistes sur cette table, on ne peut pas traiter un problème d'avocat, de justiciable, en excluant le problème même des journalistes. Parce que tout cela, c'est une problématique globale qui intègre finalement le problème des droits et libertés des individus dans la société. Donc pour nous, au PSRN, tous ces problèmes pouvaient même être résolus, comme l'aîné l'a dit tout à l'heure, sans passer par la justice. Et le président Cabral Libi l'a dit. Il peut même arriver que le professeur Maurice Kamto ait fauté sans même le savoir. Mais on a trop de crises au Cameroun. Pourquoi ajouter encore cette affaire? Il est normal, comme on l'a dit tantôt, c'est tout l'aîné qui l'a dit que mais il ne comprend plus le président Paul Biya. Mais en temps, je prends quand même du recul, j'essaye, parce que ce homme de science, j'essaie de me mettre aussi à la place du professeur Maurice Kamto et à celui de Paul Biya. Mais vous devez vous comprendre que c'est même pas l'État. C'est un combat entre un camp qui dit on va vous montrer, le Paul Biya est tombé sur le premier, le deuxième, le énième piège du MSO, le professeur Maurice Kamto. Et il y a un camp de Paul Biya qui dit aussi on va vous montrer que nous ne sommes pas tombés dans votre piège. Donc moi j'ai comme l'impression que ce procès est totalement déclassé d'un procès ordinaire. C'est le règlement de compte, c'est un combat entre un camp qui vous montre qu'il est plus fort. Donc il est de bon temps que les deux camps baissent les bras. Qu'on retourne à l'essentiel, le Cameroun a trop de problèmes. Il ne faut pas en rajouter là où il n'en faut pas. Donc pour nous, c'est un procès qui peut connaître une interruption à la condition que les deux acteurs reviennent à la normale. Que ceux qui ont fauté, on l'a signalé, le professeur Maurice Kamto a été un ancien membre du gouvernement. Ça veut dire qu'il a même toujours les connexions là-bas. Que celui qui a fauté dise que vraiment, à un moment donné, je me suis laissé emporter. Qu'on laisse, on s'excuse et on passe à l'essentiel. Pour nous, le plus important, c'est de préparer la transition, c'est de préparer les élections qui arrivent. On demande aux Camerounais qui nous suivent derrière ce micro, de ceux qui sont inscrits, d'aller retirer leurs cartes. On a plus de 2 millions de cartes d'électeurs qui sont. Pour nous, c'est un problème grave. Parce que lorsqu'un bandit a devant lui des choses à voler et qu'il n'y a personne, il va le faire. Donc, il faut que les gens aillent retirer les cartes, qu'ils participent aux élections. Il y a les échéances annoncées et que le MSC, comme c'est un parti d'opposition, qu'il soit moins dans ces mouvements de revendication, qu'il sensibilise sa base militante à participer. Pour nous, le match, la présidentielle était l'aller. Le véritable retour, c'était aux élections locales à venir. Lorsque vous lisez la scène sociopolitique aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a une base militante du MSC fortement implantée dans les plusieurs localités camerounaises. Il y a le PSL, il y a tous ces partis politiques-là. Si on se met ensemble, on va aux législatives municipales,
je vous assure, ce gouvernement sera mis en minorité et on arrivera à beaucoup de choses. C'est entendu, M. Kipenjodo. Vous savez, Maurice Kamto et ses alliés politiques ont adressé quelques jours avant le début du procès une correspondance où il était mentionné entre autres la prise en considération de quelques préalables, à savoir la couverture de ce procès par la presse, de même que la non-présence, les échanges de la non-présence des agents de renseignement en civil lors du procès. Mais finalement, on se rend compte que ces différents préalables n'ont pas été pris en considération. Est-ce que c'est le même constat que vous avez fait au finish? Oui, monsieur Serge, merci une fois de plus pour passer la parole. Je vous ai dit, et ça me rassure d'ailleurs, que je suis sur ce plateau en tant qu'expert en droit, me limiter à cette casquette. Et le débat hautement glissant, mais le terrain sur lequel je sais que je peux jouer avec des crampons, c'est le terrain du droit. Alors, lorsque je l'ai dit, revenant principalement à votre question, effectivement, monsieur Serge, nous avons les dispositions de l'article 302 de notre code de procédure pénale, oui, qui garantissent la publicité d'audience. Ça veut dire que peu importe où est-ce que l'audience devra se tenir ou alors pourrait se tenir, cette dernière doit être ouverte au public. Le public ici, M. Serge, il faut le dire que c'est d'ailleurs, ça fait d'ailleurs partie des principes de la justice. On dit bien, la justice est rendue au nom du peuple. Le peuple, c'est le public. Alors, on ne saurait d'une manière ou d'une autre assister à un procès où il y a vous, M. Bikoy, peut-être accusé, moi, co-accusé, un président du tribunal et des témoins. Non, ce serait plus un procès public. Vous comprenez? Maintenant, lorsque on a émis cette lettre, parce que nous, avocats, nous avons saisi le tribunal militaire, il faut le dire. Je ne parlerai pas de la lettre ou alors du mot que nos clients ont personnellement agressé à cette juridiction. Nous, en tant que conseil, puisque nous faisons tout notre travail, nous devons le faire à fond, nous avons pris cette responsabilité, cette précaution pour ne pas être surpris. Nous avons agressé et je l'ai personnellement déposé au tribunal militaire, au cabinet de Madame la Présidente. C'était une requête au fin de renforcement de publicité d'audience pour rappeler à la juridiction, pas que cette dernière ignore, elle connaît très bien les dispositions, mais il n'est pas superfétatoire pour nous, avocats, de rappeler ce principe afin que nul n'en ignore. Malheureusement, ou alors, heureusement, ça dépend de l'appréciation de tout un chacun, mais l'appréciation de M. Jodo, c'est que la publicité d'audience n'a pas été globalement, n'a pas été totalement respectée. Parce qu'on a quand même constaté qu'il y avait des gens qui ont essuyé un refus face à leur demande d'accès en salle d'audience, dans le tribunal. S'il est vrai que c'est un palais de justice, c'est un tribunal, peut-être là-bas on va vous dire non, attention, c'est un camp militaire. Mais nous sommes désolés, c'est un camp militaire, mais nous sommes désolés, dans ce camp militaire se trouve un palais de justice, un tribunal qui doit être ouvert au public. C'est là tout le problème. Il faut qu'on apprenne à faire la distinction entre le camp militaire et le palais de justice. Sinon, moi je suggérais, on l'a suggéré, pourquoi ne pas déplacer dans ce palais de justice hors du camp militaire? Parce que le camp militaire, forcément, a ses raisons pour lesquelles ne veulent pas que le public y accède. Mais tant que ça reste et ça demeure un palais de justice, nous sommes désolés, les gens doivent y avoir accès. Ça, c'était pour répondre à cette question. J'ai également entendu dire sur ce plateau, M. Serge me permettrait, en une minute, il dit que nous sommes dans un état de droit. C'est rassurant et c'est même plaisant. Et c'est la raison pour laquelle je vais dire la chose suivante. Sur la compétence, peut-être vous avez prévu de revenir sur ça, mais je préfère, puisque j'ai le temps de parole, le dire d'emblée. La compétence ou non du tribunal militaire à juger des civils. Monsieur Serge, nous sommes des juristes et nous appliquons la loi. Restons de façon stricte sur l'application de la loi. Alors, nous avons l'article 45 de la Constitution du Cameroun. Nous avons
l'article 2, alinéa 1er de notre code pénal. Oui. Alors, je commence par le dernier. L'article 2, alinéa 1er du code pénal, qu'est-ce qu'il dit? Il parle, vous comprenez, vous faites tout de suite le rapport. Il dit clairement, les règles de droit international ainsi que les traités dûment promulgués et ratifiés et publiés s'imposent au présent code ainsi qu'à toute autre disposition de la loi. Ça, nous sommes dans le code pénal. Alors, je m'en vais lire l'article 45 qui, du coup, de la Constitution qui dispose les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès lors leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Maintenant, lorsque j'ai cité ces deux dispositions hautement légales, si on peut douter ou alors émettre des réserves sur la disposition du code pénal, et il me semble que la Constitution de la République, au niveau interne, est la norme des normes. On l'a appris en droit constitutionnel, est la norme des normes. Alors, le Cameroun est partie signataire du pacte de la charte africaine des droits de l'homme, premièrement. Le Cameroun est partie signataire du pacte civil, des droits civils et politiques africains. Il y a la charte des Nations Unies. Toutes les qui sont des instruments internationaux, qui ne sont jamais des instruments internes. Des instruments, oui, j'en viens. Ce qui sont des instruments internationaux ratifiés par l'État du Cameroun et promulgués autant pour moi par ce dernier. Monsieur Serge, nous disons, ça c'est la lecture, parce que ce sont les arguments que nous on utilise en tant qu'avocat, que nous on a utilisé et qu'on va utiliser davantage. Nous pensons que lorsque le Cameroun allait signer ou ratifier cette disposition ou alors ces différents instruments, c'était par l'accord de coup. Alors, si on les a ratifiés, tout ce qu'on demande, sans réserve. Sans réserve, effectivement, et c'est ça le point. On dit bien sans réserve, parce que l'autre disposition dit que si c'est fait avec réserve, on peut mettre des limites, mais c'était ratifié sans réserve. Alors, si on a fait des choses, si on a ratifié sans réserve, tout ce qu'on demande à la justice camerounaise, nous, avocats, c'est de respecter la loi. Et c'est d'ailleurs le sens du communiqué de faire des travaux du ministre délégué à la justice que nous apprécions, que nous avons d'ailleurs apprécié, qui dit dans le deuxième paragraphe que la justice camerounaise est composée des magistrats, des auxiliaires de justice, des avocats et du public. C'est-à-dire c'est tout cet ensemble-là qui fait la justice. Nous devons tous travailler pour que cette justice que nous recherchons et que nous formons puisse briller aux yeux des personnes internes. Donc, monsieur Serge, la compétence, lorsque j'ai fini de citer ces articles, la compétence du tribunal militaire, en notre sens et en qualité de juriste, elle ne souffre de rien. Peut-être que vous me redonnez la parole, je vais revenir. Compétence du tribunal militaire. Oui, les compétences. Je voulais parler de compétence pour dire que le fait de nous avoir décliné la compétence, donc notre déclinatoire de compétences, lorsque nous étions à l'instruction, parce que ça a commencé par là, on a décliné cette compétence et c'était sur des bases précises et non discutables. L'action que je vais finir avant, ça me restait autrement. Oui, lorsque je prends la parole, il faut dire que je me suis aussi essayé en droit. Oui. Et lorsqu'un juriste parle, il ne faudrait pas qu'il traite les choses avec partialité. Il faut mobiliser tous les textes. Il y a une loi, donc il y a un texte de 2008 qui organise le fonctionnement du tribunal militaire. Moi, j'ai souhaité qu'en convoquant les textes, qu'il convoque tous ces textes et que cette loi intervienne bien après la Constitution du 18 janvier 1996. Et je précise que les travaux qui ont abouti à ce texte ont été présidés par le professeur Maurice Kamto, sans l'inculper. Tout ce que moi j'ai envie de lui dire, mais les incongruités juridiques
existe à profusion au Cameroun. C'est comme cela que notre système fonctionne. Il faut qu'on s'en débarrasse. Lorsque vous lisez le chapitre de notre projet de société de Kababi, qu'est-ce qu'il dit? Mais ça dit clairement là-dedans. La justice qu'on a au Cameroun, nous sommes convaincus que non seulement elle est parsemée de flou, mais elle est aux ordres du politique. Mais je le comprends. Lui, c'est un juriste, c'est un technicien. Les affaires politiques ne le concernent pas. Mais sauf que maintenant, il a un client politique. Il faut qu'il intègre une lecture politique de ce qui se passe. De savoir que l'ensemble des textes qui existent au Cameroun sont montés en telle enseigne que c'est celui qui est aux commandes qui trouve toujours son compte. Tout est calculé là-dessus. Moi, le reproche que j'ai envie de faire à son client, c'est que quand il a validé ses travaux, est-ce qu'il a estimé un temps qu'il se va de l'autre côté et que ces textes nous seront appliqués? J'en appelle à la conscience de tous les Camerounais, c'est-à-dire y compris ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, que tous les actes qu'ils valident, qu'ils ne soient pas surpris au lendemain que ces actes leur soient retournés. Travaillons tous pour un Cameroun sérieux, pour l'intérêt de tous les Camerounais. Donc il va étaler tous les textes, mais il faut qu'il les lise tous, qu'il les étale tous. Il verra qu'on va d'incongruité en incongruité. Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de procéder rapidement à un toilettage. Mais le gouvernement en place qui est là, qui ne compte pas sur la légitimité, va tout mobiliser pour qu'il soit toujours le gagnant chaque fois qu'il y aura une affaire qui va l'opposer. Donc travaillons rapidement. Là, j'interpelle votre client qui est un opposant. Travaillons rapidement à harmoniser notre stratégie pour que ces textes soient toilettés et qu'ils soient à l'image des textes ratifiés. Parce qu'on peut beau ratifier un texte. Parce que lorsqu'on parle d'un engagement, surtout international, mes chers frères, il y a plusieurs paramètres qui entrent. Il peut y avoir un paramètre politique, ça peut être un paramètre économique. Donc il y a un chef d'État qui attend un financement venant de l'international. Il a les conditions. Il va donc signer rapidement pour s'assurer qu'il va bénéficier de l'investissement. Mais tout de suite après, en interne, il va mobiliser une autre machine juridique qui sera tout le contraire de ce qui a été signé. Et lorsque vous lisez justement ce texte de 2008 sur le tribunal militaire, vous allez vous rendre que c'est tout le contraire des textes que l'État du Cameroun avait déjà ratifié. En sachant donc qu'on n'a plus à l'international et qu'on maîtrise l'interne, on va donc aller au désordre à l'interne pour que les Camerounais ne trouvent pas leur compte. Donc dites à votre client d'appeler ses camarades pour qu'on se mette au travail. On va au Parlement, on change ces textes, c'est possible. Le peuple camerounais a besoin, a soif du changement, mais il veut juste être rassuré par les acteurs politiques. Travaillons-y, quelque chose est possible. 2020, c'est pas loin, tout est possible. Et c'est entendu, la corrélation entre la justice et la politique est directement établie, Joseph Baptiste Odondo. Oui, l'avocat de Kanto aussi, il fait son travail, c'est vrai, mais à la suite du représentant de M. Biaga, le représentant de Cabral Libi, je voudrais dire qu'il a effectivement énuméré, parce que les traités ratifiés ont ici au Cameroun effectivement une valeur supradécrétale, et infralégislative, c'est-à-dire au même niveau que la Constitution. Mais il y a ce qu'on a appelé, et c'est là où je suis sur la suite de ce qu'il a dit, il y a ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle le phénomène de la loi écran. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Voilà, donc les juristes savent de quoi je parle. Quand on parle de loi écran, ça veut dire qu'il y a des dispositions législatives dans notre pays qui peuvent être contradictoires ou qui peuvent ne pas toujours épouser, n'est-ce pas, le même sens que certains traités internationaux. Donc, le phénomène de loi écran, c'est ça qui nous protège. C'est ça qui permet, effectivement, dans le cas d'espèce, que le texte de 2008, qui a été présidé par Moïse Kamto lui-même, puisse entrer, effectivement, en vigueur bien après 1996. Parce que dans le préambule de la loi constitutionnelle de 1996, oui, on avait décidé, n'est-ce pas, accepter certains traités internationaux relatifs, n'est-ce pas, à la protection d'un certain nombre de choses. Et je voulais revenir sur le principe énoncé ici, le principe de la publicité des procès énoncé par l'avocat. Voilà. Alors, c'est un principe réel, nous sommes tous d'accord. Mais il y a un autre principe de droit qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus important. C'est le principe du contradictoire. Le procès
Un procès doit être contradictoire. Le principe du contradictoire est plus fort que celui de la publicité. Parce que le principe du contradictoire permet, n'est-ce pas, aux différentes parties de se défendre. Alors, dans le cas d'espèce, sachez que, mais quand il y a menace à l'ordre public, quand il y a trouble à l'ordre public, même dans un match de football, on est obligé de vous faire jouer sans spectateur parce qu'il y a menace de trouble public, parce qu'il y a menace à l'ordre public. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Donc, il y a donc ce phénomène du principe contradictoire qui est le plus fort, qui est établi en législation camerounaise. Il y a, je vous ai dit, le phénomène de loi écran qui nous permet à la législation camerounaise de prendre leurs responsabilités, oui. Je vais dans le sens. Oui, je profite pour poser une question. Hein. Oui. Vous savez, le procès à Youk Tabema, j'ai un peu suivi et puis je voulais poser une petite question. Vous savez que les avocats se sont désistés en pleine séance. Hein. Les avocats de la défense. Parce qu'ils ont accusé le juge. Mais ça n'a pas empêché au juge de donner le verdict. Comment vous interprétez ça? Selon le principe de la contradiction qu'il faut mener. Oui, c'est-à-dire que pour la récusation, il y a une procédure, voici un avocat. Je ne sais pas des juges qui sont désistés. Oui, les juges. Oui, le conseil des États désisté. Mais le juge a dit, bon, vous êtes désisté, c'est bon, il a donné le procès. Oui. Pourquoi? Parce que le juge avait déjà, le procès avait déjà commencé à être contradictoire. Dès lors que, oui, c'est ça. Dès lors que le procès a commencé à être contradictoire, il est là, hein, il est là. Dès lors que le procès a commencé à être contradictoire, dès le départ, il est contradictoire jusqu'à la fin. C'est pas la fin du procès, c'est pas le jour du verdict. C'est pas le jour du verdict que vous allez dire que non, nous ne sommes plus là. Non, le procès est contradictoire. Parce que le juge n'a pas tenu la récusation. Oui, que les avocats je dis que nous ne sommes pas là. Non, ça c'est des dilatoires. Vous savez, les subterfuges. Tout comme les subterfuges qui sont ajoutés au procès. Attendez, j'arrive. Au procès de Maurice Kamto, où on cite, n'est-ce pas, certains dignitaires, tout simplement pour embarrasser le juge. Non. Ça veut dire qu'il ne peut pas venir ou bien? Non, c'est juste pour embarrasser le juge. Les avocats, ils ont plusieurs ils ont plusieurs pirouettes. Donc, pour finir, je voudrais dire que pour qu'on aille vraiment dans la modération des choses, je l'ai dit déjà un jour, il faut que Maurice Kamto demande pardon à Paul Biya et au peuple camerounais. Je suis d'accord avec vous. Oui! Pourquoi vous êtes aussi orgueilleux? Je suis d'accord avec ça. Pourquoi vous êtes si orgueilleux? Pardon par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qu'il a fait comme désordre. Marche illégale, on lui a pas permis de marcher. Contestation du verdict constitutionnel, il n'avait pas le droit de le faire. Casse à l'ambassade. Vous avez entendu quel pays faire ça? Non, attendez. Est-ce que ce sont les militaires du MRC qui ont cassé l'ambassade? Oui, c'est vrai, c'est basse. Non, on peut. Oui, cela c'est basse. est dans ce. Il m'a donné la parole. Oui, c'est un homme politique. Je peux comprendre qu'il soit déjà tranché sur la question. Bon, je sais un compte X en ce qui concerne les casses de l'ambassade. Donc maintenant, si sur le plateau vous me dites que c'est le MS et Bousserto qui ont cassé, j'ai des soucis. Je vais rester légal dans ce qui est dit au niveau de la République. On a vite fait de faire rapprochement entre le MRC et le BAS, c'est possible, mais à notre niveau, en tant que légaliste, en tant que Camerounais citoyen, je sais qu'au niveau de nos organisations reconnues au Cameroun, la BAS, nous ne connaissons pas. Ça, il faut dire clairement. Mais il y a eu des casses à l'ambassade de France établies, mais qui les a cassées? Il faudrait que la justice travaille dessus. Et en ce qui concerne, il y a eu également des casses de l'ambassade du Tchad à Paris. Il y a eu des recherches. Ça veut dire que l'État de la France, la République française, la justice française est venue rapidement en activant, le Tchad en activant avec le ministère de l'Extérieur, on a arrêté, ils sont aux arrêts, les 20 jeunes gens qui ont commis les saccages à l'ambassade de France. Mais nous sommes émus à l'époque, pour voir la question, demander mais pourquoi il y a la casse à l'ambassade du Cameroun et que le procureur de Paris ne soit pas saisi? Parce que le procureur de Paris l'a dit, il n'a pas été saisi par la justice camerounaise. Et ça fait également partie des incongruités de cette affaire. Alors, vous soutenez également que Maurice Kamto va demander pardon je le soutiens avec d'autres explications. Permettez, avant que je vous lise cette note liminaire de la Constitution de 1996,
C'est une note liminée signée du professeur Augustin Contu-Comeni, ministre d'État chargé de la communication à l'époque. Il dit ceci: cette loi, c'est-à-dire la loi 96, fondamentale, consacre la valeur suprême de la dignité humaine, la séparation et l'équilibre des pouvoirs, ainsi que la décentralisation dans le cadre d'un État unitaire fort, dont le chef élu directement par le peuple est l'incarnation de l'unité nationale et de la volonté générale du pays. En particulier, au-delà de ces différents points, l'axe central de la nouvelle version de la Constitution camerounaise peut être considéré comme étant la proclamation solennelle et la défense vigoureuse des droits de l'homme. Cette situation justifie l'incorporation dans la présente publication de 2 textes supplémentaires à côté de la loi fondamentale. Il s'agit notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies, et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, votée par la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine en juin 1981 à Nairobi au Kenya. En effet, ces 2 documents, soutient le ministre d'État, célèbres sont désormais partie intégrante de la Constitution camerounaise. L'objet du présent opuscule apparaît ainsi clairement. D'une part, mettre à la disposition du citoyen camerounais un document qui lui est désormais indispensable pour rester en veille civique et contribuer à assurer à notre pays la meilleure gouvernance. D'autre part, aider tout observateur à mieux connaître nos institutions et à mieux apprécier nos efforts de modernisation et de démocratisation de la vie politique nationale. Signé professeur Augustin Contu-Comeni, ministre d'État, chargé de la communication, grand constitutionnaliste. Il s'agit, j'ai compris, d'un conflit très important entre la Constitution et la loi. Et j'ai noté dans mon carnet, Constitution versus loi. Vous savez que, avant cette problématique, on demande de sortir des lois, mais la Constitution est au-dessus de la loi. Souvenez-vous, avec le mandat des directeurs généraux, la Constitution dit que le chef de l'État nomme aux emplois civils et militaires. Une loi vient dire les mandats c'est 3 ans et au-delà on arrête. C'est-à-dire que la loi vient obliger, vient imposer un calendrier qui n'est pas constitutionnel. Donc c'est pourquoi je convoque, s'il vous plaît, le professeur Mablondoa a clairement fait une sortie dans une tribune. Il a été mais je m'en tiens à ce qu'il est professeur. Vous comprenez un peu, et pour l'instant on n'en a pas beaucoup. Joseph Ona, Mablondoa, on ne va pas cracher sur ces éminences grises à la radio ou à la télévision. D'ailleurs, on en a besoin en tant que journaliste pour éclairer la lanterne de citoyens. Donc je pense aujourd'hui, et j'accuse ici sur votre plateau, le retard que nous avons eu à mettre sur pied le Conseil constitutionnel. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui va faire le travail de vérifier la constitutionnalité des lois. Parce qu'avant cela, la Cour suprême, avec tous ces charges qu'elle avait, devait également jouer le rôle du Conseil constitutionnel. Elle ne faisait qu'en cas de contentieux, d'aller en période électorale. Aujourd'hui, où le Conseil constitutionnel, qui n'a pas encore 1 an, je crois peut-être à 1 an déjà, a fêté son premier anniversaire, a du pain sur la planche. Mais quand je regarde un peu les âges de nos papis du Conseil constitutionnel, je me dis, s'il faut regarder toutes les lois qui sortent du gouvernement, parce que la plupart des lois viennent du gouvernement, vous comprenez que c'est pourquoi les lois peuvent être anticonstitutionnelles. Tandis que la Constitution vient du peuple et donc du président, du chef de l'État, les lois sont proposées pour l'essentiel par des membres du gouvernement qui sont du RDPC comme Majesté, et donc qui vont sortir des lois qui vont leur permettre de travailler plus facilement. C'est pourquoi il y a des lois écrans, c'est pourquoi ils vont mettre des mécanismes. Vous ne pourrez pas gagner contre eux, parce que quand tu as été un des techniciens qu'ils ont utilisé pour mettre sur pied ce mécanisme qui aujourd'hui s'applique. Et c'est pourquoi je suis mal à l'aise d'en parler, et j'ai même un peu du frisson, parce que l'autre là, il défend un monstre du droit. Monsieur Kanto est inattaquable dans le droit, c'est un seigneur. Quand je parle de lui chaque fois en matière juridique, j'en tremble. Vous avez vu du tout le respect que j'ai pour lui. Et vous pensez qu'on attaque un monsieur comme ça sur le droit? Vous savez pourquoi on réussit à l'attaquer? Parce que c'est lui qui a été utilisé pour faire la loi qui était anticonstitutionnelle, dont il veut prouver l'anticonstitutionnalité et dont il veut internationaliser et politiser la démarche. Je dis, il faut pas, cela n'est pas l'apanage du Cameroun, mais il faut qu'on soit clair dessus. On nous venait de là écran. Dans tous les États du monde, il faut le dire clairement sur ce plateau, le droit est un instrument du politique. Mais il faut qu'on soit clair dessus. La loi plan mais au service de l'intérêt général, pas au service de l'intérêt général. Mais je suis au service de l'intérêt. Au service de la destruction du peuple. Non, je n'ai pas dit, j'ai juste utilisé ce mot-là, je ne l'ai pas utilisé. Je répète ce que j'ai dit, que cela soit clair. Dans tous les pays du monde, la loi est au service du politique. Parce que c'est le politique qui fait la loi. Tout à fait.
Allez en France, vous faites comme vous faites. C'est ça. C'est clair. Et ça fonctionne comme ça. Donc le droit n'est qu'un instrument entre les mains du politique. Et tant que la loi sera contre les intérêts du politique, il ne l'acceptera jamais. Il donnera le sens qu'il voudra pour mieux conforter son assise. Ça, c'est dans tous les pays du monde. Non, ça ne me met même pas, franchement. Même dans nos pays. Je voulais juste ajouter des divers, ça vous a été. Oui, ça vous a été, vous a été. En réalité, je voulais juste parler, parce que M. André il a parlé d'une certaine façon des membres du Conseil constitutionnel. Je voulais le rassurer que ce sont des sages, ce sont des personnalités. Ce sont des personnalités non seulement à la notoriété établie, mais à la sagesse établie, à la connaissance établie. Méfiez-vous, ne dites pas n'importe quoi, parce que ce sont des gens qui ont fait leurs preuves. Il faut faire attention, lui. Il a retiré. Non. Donc, il était en train de dire que, écoutez, il était en train de dire que la loi est au service du politique. C'est lui qui le fait. C'est vous qui votez toutes les lois à l'Assemblée nationale, le RDPC, c'est vous qui les initiez. Vous savez. Deuxième chose, pour que nous comprenions de quoi nous parlons actuellement, et je l'ai dit au départ, dans cette affaire de procès, c'est le Cameroun qui sera perdant à la limite. Pourquoi? Bonne question. En image, à l'extérieur. Dans aucun pays, le procès des hommes politiques n'a été une faveur pour la nation en question. Les gens considèrent de l'extérieur, quoi que le président Biya puisse dire aujourd'hui, on va dire de lui à l'extérieur, c'est un dictateur. Et il ne peut pas se laver de ça. Quels sont les arguments politiques qu'il va avancer pour justifier son arrestation? Les droits de l'homme, la conglomération des organisations de droits de l'homme à l'extérieur vont se jeter sur le Cameroun, sur son image, parce qu'il a osé, le Cameroun, je ne parle pas du président, s'attaquer à un homme politique. Je dis tous les hommes politiques du monde entier font des gaffes à des mesures et des degrés divers, mais les pouvoirs les managent toujours en disant, bon, on sait. Vous attendez, il y a une notion que le Cameroun ne peut pas comprendre, c'est la notion de classe politique. Chez nous, ce n'est pas encore dans les mœurs. Hein. Quand on dit classe politique, ça veut dire l'ensemble des hommes et des femmes qui ont un certain code qui les tient pour diriger une nation, pour diriger une république. On ne peut pas le premier venu dans la rue pour l'insérer dans sa classe politique. Quand je le dis ainsi, les hommes politiques comprennent de quoi je parle. Ce n'est pas que les affaires de la République doivent être gérées dans la rue. Il y a des vérités qu'on ne dit pas, mais qui demeurent entre les hommes d'État, les hommes qui comprennent où va le Cameroun. Nous n'oublions pas, après l'élection de 98 de 2018 qui vient de se passer, le Cameroun va continuer sa route. Et le Cameroun ne s'arrête. Donc il faudrait que je dise, et c'est mon souhait, que les hommes politiques, que la classe politique camerounaise se ressaisisse et considère les problématiques qui sont les plus récurrentes qui nous frappent en interne, qui est la situation qui est en train de se... C'est ça qu'il faut gérer. J'avais pensé qu'il devait y avoir un souffle unificateur à l'instant au niveau de la classe politique camerounaise. Qu'est-ce que ça veut dire opposition et pouvoir pour mieux aborder la problématique de la sécession au Cameroun? C'est quand même gênant qu'une partie de la population ou bien une partie de se séparer du Cameroun et qu'en interne même il n'y ait pas déjà un consensus établi. Mais attendez, ça fait trop déjà. Et je m'adresse à Sa Majesté qui est nous qui le comprend pas. Et là, ça devient un problème sérieux. Vous ne pouvez pas être en train d'avoir un problème en votre propre sein et vous allez mener des débats ailleurs. Ça ne tiendra pas. C'est une fragilisation qui n'a pas de sens. Et cela m'étonne que vous-même, vous voulez vous créer des problèmes à vous-même et adresser des problèmes qui concernent. Et là, on imagine, on peut le dire, il peut y avoir une intervention extérieure. Je ne l'ai pas dit. Ça peut dire que ça peut exister. Ces gens de dire nous sommes faibles entre nous. Comment est-ce qu'on va adresser ces problèmes qui viennent de l'extérieur? Moi, je suis chrétien, nous sommes aujourd'hui dimanche. La Bible nous dit qu'il faut enlever d'abord la paille qui pour mieux intégrer. Donc, je dis quand même, c'est sur cette question de problématique que nous sommes en train de... Je l'ai dit au début, j'ai l'impression que le président bien a changé. Et là, c'est ça qui me gêne le plus. Non, je te dis un mot par rapport, parce que je suis complètement d'accord avec ce que M. Lassi dit sur les problématiques qui sont posées et qui s'entrechevauchent. Je suis tout à fait d'accord. Je voulais juste dire une petite chose en 2 mots. Il faut que la justice fasse son travail. Et il faut que la politique fasse la sienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice doit faire son travail sans pression aucune, jusqu'au bout. Et quand elle aura fini de faire son travail,
la politique va également faire son travail. C'est comme ça. La politique peut refuser de faire. Maître Clipper Jojo, Jacques Caron qui a posé une question au-delà. L'interrogation sur trois déterminants, au-delà du MRC, de Maurice Kamto, bien de l'élection présidentielle, que voulons-nous pour notre pays par rapport à la justice qui devrait justement être tranchée par rapport à cette affaire Kamto? Alors, monsieur CHM, permettez que je revienne sur un certain nombre de choses qui ont été dites précédemment, et particulièrement par Sa Majesté, qui est un sage, parce que quand on est majesté, on est sage. Ça, c'est nos traditions. Alors, moi, je voudrais quand même dire, il a terminé son propos en disant qu'il faut qu'on laisse la justice faire son travail. Mais alors, à l'écouter, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'en doute, j'ai l'impression que lui-même, il ne veut pas que la justice fasse son travail. Pourquoi? Tout à l'heure, il vous a, à la réponse, ou alors à l'objection d'un copanéliste, il vous a dit que oui, c'est Maurice Kamto qui a cassé. Ça veut dire que, pour Majesté, il a appréhendé, il a jugé et il a condamné. Alors, non, c'est pas ça. Alors, comment est-ce que nous voulons que la justice fasse son travail? Répondant à ça, moi je voulais dire, il y a un principe, permettez Majesté, il y a un principe clair qui ressort des tonnes, des thèses d'un monsieur que j'aime particulièrement pour l'avoir rencontré, monsieur Charles-Adrien Danet, qui est professeur de droit à l'université de Lyon en France, qui a démontré, Serge Aimé, le principe de l'imputabilité dans le droit pénal. L'imputabilité ressort de deux thèses, voilà, deux tendances. Il y a une école objective de l'infraction, il y a une école subjective de l'infraction. L'école objective de l'infraction est une école dépassée. Qu'est-ce que sous-entend cette école? Elle soutient qu'il y a une infraction qui a été commise. Alors, c'est l'infraction qu'on veut juger. C'est-à-dire, il y a une infraction qui est commise, on ne cherche pas qui l'a commise, mais on recherche d'abord les éléments constituent cette infraction, et puis on va la coller au premier venu qui sera dans les mailles. Vous comprenez? Cette école n'a pas prospéré parce qu'Adrien Danet montre que avec la nouvelle école, la conception subjective, elle englobe la conception objective, mais et une autre. Qu'est-ce que sous-entend cela? C'est-à-dire qu'il y a une infraction et il y a une personne qui a été formellement identifiée. Et c'est ça, ce trait d'union qu'il a appelé l'imputabilité. Alors, il faudrait qu'au cours d'un procès, un procès quelconque, que le juge puisse établir, ou alors que le ministère public, qui est la partie poursuivante, établisse que là, vous voyez là, le vol qui a été perpétré est le fait de monsieur X, en apportant tous les éléments de preuve. Vous comprenez? C'est un exemple, une parole que je prenais, je ne parlais pas d'un dossier précis. Je voulais juste qu'on s'accorde sur un fait. Un autre fait qui a été dit, Sa Majesté a pris un argument pour pouvoir s'expliquer autant qu'il pouvait, mais je le comprends. Et cet élément glissant, une fois de plus, il n'a pas pu. Vous voyez, quand il a parlé du principe du contradictoire, oui. En fait, c'est pas ça le principe du contradictoire. Le principe du contradictoire a des fondements et des bases. Le contradictoire, c'est quoi? On a une audience. Je suis l'accusé. Vous êtes la partie civile. Et il y a un juge. Alors, une audience ne peut pas se tenir si je ne suis pas là, moi l'accusé. De toutes les façons, à la première audience. Mais dès lors que j'ai comparu à la première audience, je suis censé avoir comparu pour toutes les autres audiences. Le principe du contradictoire ne s'arrête pas là. Le principe du contradictoire voudrait aussi que lorsque moi, accusé, j'allègue des faits contre vous et que je les produise au tribunal, ça ne doit pas faire l'objet de ce que nous on a appelé la justice parallèle. Non, ça doit être au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire que si je donne un document, une preuve au juge, je dois donner le même document à mon adversaire, qui est mon contradicteur, pour que nous soyons sûrs sur les mêmes bases.
Donc c'est ça le principe du contradictoire. L'autre chose qu'il a voulu expliquer, c'est le principe de la publicité d'audience. Non, la publicité d'audience a ses canons. La publicité d'audience, lorsque l'audience n'est pas publique, ou alors le juge estime, comme la Maïsel a dit, qu'il y aurait des menaces graves. Mais non, il ne le dit pas comme ça ne fait pas l'objet d'un décret. Il tient d'abord cette audience. À la première audience, lorsqu'il a constaté cela, à la demande du procureur, il prendra donc un ADD publiquement, contradictoirement, dans lequel ADD, il va donner des motifs du huis clos. En ce moment, ça devient un huis clos. Ce n'est pas une histoire où les gens vont se lever un matin et dire que non, personne n'entre, personne ne sort. Non. Ça doit faire l'objet d'un ADD mettant en place un huis clos. Et là, c'est notifié à toutes les parties. Et on évacue en ce moment la salle. Joseph, est-ce que la justice peut légitimement et objectivement dire le droit par rapport à l'affaire Camteau? Je suis heureux qu'autour de cette table, on ait pratiquement toutes les sensibilités politiques et même de la société civile. Et que tous nous voyons que le Cameroun souffre d'un véritable problème de contrat social. Ça veut dire que chaque fois qu'on est allé à une grande réforme, on n'a pas pris le soin non seulement d'écouter les uns et les autres, mais aussi de tenir compte, car lorsqu'ils ont été écoutés, de l'ensemble des choses vers lesquelles les Camerounais veulent partir, tant pour moi. Moi, j'ai un souci avec la justice au Cameroun, qu'elle soit constitutionnelle ou les autres types de juridictions. Le mode de saisine d'un conseil constitutionnel au Cameroun ne permet même pas que les textes anticonstitutionnels soient attaqués. Là, ça pose problème. Mais c'est fait à dessein. C'est fait à dessein parce que c'est... En plus, ce même conseil constitutionnel qui nomme ses membres. Quelle est la durée de leur mandat? Mais le président et le gouvernement, son gouvernement ont tout fait pour que ces juges-là ne puissent même pas être indépendants. Ça plombe donc tout le processus. Maintenant, rentrons dans la justice, comment dire, de tous les jours, la justice judiciaire. Mais le problème que ça pose, qui les nomme? Vous voyez vraiment le président du tribunal militaire qui est nommé par le président de la République avec tout ce que tout cela entraîne sans mandat. Parce que quand vous avez 5 ans, vous savez quand même que vous allez dire droit pendant ces 5 ans, vous ne serez pas inquiété. Mais il est arrivé des procès au Cameroun où un juge commence le procès, c'est un 4e qui le termine. Parce que chaque fois que le gouvernement se rend compte que ses intérêts sont menacés, avant 17h, il y a un décret qui nomme un autre responsable, un autre juge dans cette affaire. Mais que voulez-vous à ce moment-là? Je n'attends rien de cette justice. Il faut qu'elle soit réformée. Il faut que les populations soient impliquées dans le choix des magistrats. Il faut qu'à un moment donné, c'est les populations qui disent on a vu tel, c'est même une compétition. La magistrature doit être élective dans notre système qui est corrompu à un degré insaisissable. Au Nigeria, c'est comme ça. Donc on doit, ça c'est des réformes. Moi je vous dirais le chapitre 1. Ça me gêne souvent qu'on parle de candidat Kabaïbi comme un jeune. Or, à l'élection présidentielle, seuls 3 candidats avaient des programmes politiques. Et il y a eu Joshua, il y a eu Matomba et il y a eu Cabral Libi. Parce que quand on dit projet de société de programme, c'est pas la même chose. Un projet de société, c'est un cadre d'intention sans la faisabilité. Or, un programme montre la faisabilité en termes de coût, en termes de timing, en termes d'opérationnalité. Toutes ces choses ont été dites. Pour régler le problème de la justice crédible chez nous, il faut qu'on aille aux magistrats non seulement élus, mais pour les mandats qui leur permettent d'exercer dans un intervalle de temps sérieux leur activité. Mais chaque fois que un juge sera toujours vivra sous le clou Damoclès de la nomination du président de la République et pour des procès qui ont toujours l'impression qu'on a qu'ils ont des connotations politiques. Mais qu'est-ce que vous attendez? Le professeur Maurice Kamto sait là où il est assis que vraiment à 90% son sort est déjà scellé. Et c'est pour cela qu'il appelle même à la publicité du procès, parce qu'il sait quand même que lorsque il y a publicité du procès et même la tenue des audiences, maintenant là, les juges donc ce n'est plus le président de la République, mais ils ont cette menace de la médiatisation qui va les ramener à un strict minimum. Mais c'est compliqué, même moi j'ai vécu en direct, j'ai été au conseil constitutionnel, où Clément Atangana, monsieur le président du conseil constitutionnel, vous faites bavarder, vous passez une éternité à déployer les argumentaires, vous en appelez même à sa conscience. Et quand il finit, moi j'ai vu par exemple le cas de l'affaire de Cabral Libi dans notre recours. Il est en train d'écouter les partis, mais la même minute, ils ne se sont même pas retirés. Et il dit, après avoir
libérés contradictoirement. Le conseil a décidé, alors que tous on était assis là. Il n'a pas bougé. Ça veut donc dire que la décision, enfin je parle d'un fait que j'ai vécu. On a vu le MSC s'est déployé pendant 3 jours, en appelant même à sa conscience, à son âge, on ne doit plus avoir peur. Mais non, tout le monde aime les honneurs. Celui qui les vous donne, vous avez l'obligation de lui être redevable. C'est pour cela que si ces magistrats sont élus par le peuple, ils vont toujours vouloir aller dans le sens de la volonté du peuple pour préserver leur majesté. Donc pour la justice, il urge qu'il y ait une amélioration de la justice. Mais moi je vous dis c'est possible que les Camerounais aillent. C'est vous qui jugez les juges. Qu'on compare les juges. Comment il était poursuivi politique, moi je ne vais pas. Je ne sais pas si vous ne sais pas. Il était pas l'univers. C'est fini le contrôle de l'univers. C'est moi qui détiens la parole. Il s'est retrouvé avec le PCRL. Il n'avait même pas fini, il avait déjà introduit. C'est une digression. Un exemple je vais vous laisser dans le pour la justice camerounaise. Si on a des magistrats, la justice camerounaise est indépendante. Même il a parlé, il a fait que vous n'êtes même pas magistrat. Il était au bout du titre dont vous abusez. Il était au bout de moi je n'avais pas parlé à permettez-nous de parler, majesté. Permettez-nous de parler. Ce que je suis en train de dire, lorsqu'on n'a pas des magistrats qui sont élus par le peuple, parce que les individus aimant leur pouvoir, qui vont donc travailler en tenant compte des intérêts du peuple, et qu'on a ces magistrats qui sont nommés par le président de la République, on est loin d'avoir une justice indépendante au Cameroun. Non mais attends, je le dis, non, je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce que c'est le procès de la justice? On peut nommer un juge, il est indépendant. Tout à fait. C'est possible. Michel Crozier l'a dit. C'est tout simplement de mettre des mécanismes en place. Oui. Par exemple, au Conseil constitutionnel, nous parlons du système camerounais. Je vois le Cameroun. Donc il faut c'est Michel Crozier. C'est dans ce que j'ai dit. Ça veut dire que l'exécutif, au travers de la haute magistrature, peut nommer un juge pour 2 mandats. Tout à fait. Non renouvelables. Mais là, il est libre. Oui. Quand on dit que j'ai 2 mandats à faire de 9 ans, une fois, mais il fait le travail. Il est comme monsieur le président. Bon, maintenant, si on dit qu'il est nommé à vitam, vous comprenez que c'est normal qu'il joue pour que vous ne pas perdre des privilèges. Oui. Moi, c'est ce que je voulais dire. Alors, docteur. Oui, moi je voulais vous dire qu'il faut qu'on respecte notre justice. La justice camerounaise est indépendante. La justice camerounaise fait partie, la justice camerounaise, parce que lorsque vous pouvez faire je ne sais pas le résumé, mais vous pouvez aller chercher. Il y a eu, depuis les années de l'indépendance, beaucoup de procès entre l'État du Cameroun et les particuliers. Lorsque vous allez faire le résumé de ces différents procès, vous allez comprendre que plus d'une fois, et même peut-être plus de la moitié, l'État du Cameroun a dû perdre beaucoup. Mais ça, c'est la justice administrative. Ça, c'est autre chose. Mais ça fait partie de la justice camerounaise. Donc il ne faut pas que, parce que, et je vous ai dit tout à l'heure, c'est aux juges de qualifier les infractions. Ce n'est pas à nous. Le pouvoir constitutionnel, le pouvoir de la Constitution lui a donné à la seule personnalité, à la seule organisation, la justice camerounaise, de rendre la justice au nom du peuple camerounais. Ils sont les seuls compétents à donner la justice. Et ils le font au nom du peuple. Au nom du peuple. Et ils le font, c'est des gens bien formés. C'est des gens que vous ne pouvez pas tromper comme ça. Et attendez, ça veut dire que si vous êtes libre, ils vont vous donner votre liberté. Et puis, même si nous sommes sur le plan politique, les gens ont des appréhensions pour rien. S'il est établi, parce que moi je ne parlais pas à la place du juge, s'il est établi que ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui a donné l'ordre qu'on saccage les ambassades à Berlin, qu'on saccage les ambassades à Paris, Maurice Kamto n'aura pas de problème. Tout à fait. Oui. Il n'aura pas de problème, il faut savoir. N'ayez pas peur, il ne faut pas avoir peur. Je vous dis que laissez la justice faire son travail. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous Camerounais. Mais personne ne voudrait vivre dans un pays permanemment en tension.
Mais il faut respecter l'autorité de l'État, que la justice puisse faire son travail. Quand la justice aura fini de faire son travail, les autorités politiques de ce pays vont prendre le relais. Et n'ayez pas peur. On n'en veut pas particulièrement à quelqu'un. C'est pour cela que tout à l'heure, dès le début, j'ai dit que non. Il faut commencer à se demander pardon au peuple camerounais au président Biya. Ça va faciliter beaucoup de choses. Il ne faut pas que vous vous en orgueillez alors que vous savez que vous êtes dans le tort. Tous les Camerounais le savent. Alors, André Maledi Bamou, s'achemine-t-on vers un procès où l'on pourra arrêter un ensemble d'injustices ou bien? Alors, Saint-Germain Bikoy, nous sommes dimanche aujourd'hui. Permettez que je vous lise ce petit passage biblique avant de vous répondre. Il faut que tout, nous sommes en Romains chapitre 13, au premier verset. Il faut que tout être humain soit soumis aux autorités qui sont au-dessus de lui, car il n'y a d'autorité qu'en dépendance de Dieu, et celles qui existent sont installées sous la dépendance de Dieu. Si bien qu'en se dressant contre l'autorité, on est contre l'ordre des choses établi par Dieu, et en prenant cette position, on attire sur soi la condamnation. Quand je finis de dire cela, nous avons connu des procès militaires ici. Je pense notamment à Ernest Ouandié, de regretter mémoire. Je pense aussi à Monseigneur Ndokmo. Je crois que c'était des procès au tribunal militaire. Mais je ne sais pas si c'était aussi dans des casernes ou c'était à la cour ouverte au public. Mais vraiment, c'était des procès, je veux dire, c'est les premiers procès militaires qu'on a eu dans notre pays à l'époque. Comment est-ce que cela s'est terminé? C'était premièrement une condamnation à mort de M. Ernest Ouandié qui a été exécuté à Bafoussam. Et je crois que M. Kamto était témoin de cette exécution. Il l'a fait dans une... J'ai lu un de ses ouvrages où je l'ai écouté comme ça. Le deuxième, Monseigneur Ndokmo, il a eu plus de chance. Il est allé en exil où il a terminé ses jours au Canada, je crois. Paix à leurs âmes. Aujourd'hui, Maurice Kamto, et moi en tant qu'historien, parce qu'un journaliste aussi un historien du présent, je fais le rapport entre ces procès politiques, y compris Ayoutabé, dont on a beaucoup parlé. Lui, son sort est scellé, il est condamné à vie ou à mort, je crois, sous réserve à vie sous réserve de l'appel. Bien sûr, on peut faire appel. Et bien sûr, le procès n'est pas encore, je veux dire, la condamnation n'est pas définitive. Je vais rejoindre mon frère Baïga et dire que si on peut, et Majesté également là, nous a rejoint parce que nous sommes à la fin, il faut résoudre nos problèmes, le problème de notre système judiciaire, en respectant la magistrature. C'est un corps qui a beaucoup de pression, des pressions politiques, des pressions économiques, parce que vous parlez peut-être des politiques, mais vous ne voyez pas beaucoup les économies. Il y a une pression, il y a les lobbies économiques puissants. Lorsque vous voyez le REDA qui assiste au procès, les droits de l'homme, la charte universelle, il y a l'Union européenne. Vous savez ce que Tibor Nagui pense de tout ceci, c'est-à-dire que le département d'État américain, c'est-à-dire qu'il y a une dimension diplomatique. Moi, je suis diplômé de l'Institut des relations internationales, je ne peux m'empêcher d'avoir cette lecture multidimensionnelle de la question. Et ça devient compliqué encore pour le juge qui est en face de lui son enseignant de droit. Parmi ces magistrats, beaucoup ont été moulés à l'école de Kamto, qui est une éminence, et je continue de le dire, du droit incroyable. Mais comment vous jugez votre maître? Et c'est à cela que nous allons partir. C'est ça que tout le monde est d'accord que ça n'a pas lieu d'être. Et le professeur Baïbek est celui qui a le mieux rendu cette idée. Il a dit dans une interview, on ne s'attaque pas à Kamto. Je ne suis pas en train de dire que Kamto aurait un blanc-seing, où il aura un passeport, un passe-droit, et qu'il peut, lui, ne pas être soumis à la loi de son pays. Mais ce qu'on dit, c'est que quand on a été candidat à l'élection présidentielle, quand on est arrivé deuxième à une élection présidentielle, quand on a été ne serait-ce que candidat, je préfère le dire, parce que là je m'adresse aussi à mon aîné Kabralibi et à tous les autres, et à qui je dédie d'ailleurs cet ouvrage, parce que je l'ai dédié à tous les candidats d'élection présidentielle des dernières. Donc lorsqu'on a été candidat à une élection présidentielle, on n'est plus un Camerounais ordinaire. On sort de l'ordinaire, j'assume mes propos. Les candidats à l'élection présidentielle, et y compris aujourd'hui dont le président de la République n'est pas un homme ordinaire. Bien, ça nous permet de dévier finalement. On voit entre autres un ensemble de
discriminations telles que l'obtention des aveux par la torture de leurs clients, la comparution nue des détenus aux audiences publiques, la transformation illégale des gardes à vue judiciaires en garde à vue administrative, entre autres. Je commence par l'avocat. Est-ce que l'opération tribunal Morel reste demeure maintenue, telle que, après la consultation qui a eu lieu entre le bâtonnier de l'ordre des avocats et le ministre délégué pour le ministre de la Justice, Maître Clément Dioto? Alors, merci une fois de plus, M. Serrimé. Ce qu'il faut dire, c'est que, effectivement, nous avons soulevé et nous avons pensé porter à l'attention des autorités ces actions qui en étaient de trop à l'entrave de la profession d'avocat. Et mon frère, M. Divanou, a dit tout à l'heure à l'entame de cette émission que ce n'est pas simplement ou alors uniquement les avocats, ça peut arriver à tout le monde. Alors, lorsque vous vous sentez menacé dans vos corporations, vous êtes en droit de le défendre. Ça fait partie des droits de la défense. Les avocats peuvent aussi se défendre. Et c'est dans ce sens que, ayant en cœur les règles et les institutions de la République, nous avons procédé par la voie officielle. Nous sommes réunis en Conseil de l'ordre. Nous avons posé sur la table un certain nombre de problèmes qui devenaient très récurrents. Il ne se passe pas un jour, vous entendez qu'il y a un avocat qui a été molesté par les forces de l'ordre à gauche, qui a été séquestré dans une prison à droite, qui a été... Tout ça parce qu'il est dans l'exercice de sa profession. Alors, moi je dirais, monsieur, il n'y a qu'au Cameroun que j'ai vu autant d'exactions, autant de violations. Mais il faut que ça s'arrête. Alors, nous avons porté nos doléances, enfin, je ne suis pas appelé ça doléances, que cela s'arrête, et ça a été porté au ministre. Peut-être, nous disons bien peut-être, l'oreille attentive du ministre a permis à ce qu'il puisse, vous connaissez son origine, a permis à ce qu'il puisse appeler ou alors convoquer une sorte de table pour que les différents acteurs du milieu judiciaire puissent s'asseoir. Parce qu'il faut le dire, il y avait des magistrats, il y avait le CED, il y avait la police. Pourquoi on essaie de discuter de façon... on essaie de discuter en famille et trouver des points et de solutions, voilà, de sortie de cette histoire. Mais à vos questions, je vais répondre clairement. Le Conseil de l'ordre a pris le mot de grève. Si vous entendez par grève, mais on n'appelle pas ça grève. On a dit c'est la suspension du port des robes. Si on dit grève, ça veut dire que les avocats ne travailleront pas. Non, l'avocat travaille même dans... Oui, j'y suis. L'avocat travaille même dans son cabinet. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a bien dit suspension du port de la robe. Or, dans vos cabinets, vous ne pouvez pas porter la robe. Et la fréquentation des palais et des cours, des tribunaux et des cours. Des plétoires. Nous n'y allons pas tant qu'on n'a pas trouvé une solution. Vous comprenez? Cela a fait l'objet d'une décision du Conseil de l'ordre qui était réuni, une résolution du Conseil de l'ordre qui était réunie. Le mot a été donné. Alors, s'il faille que ce mot soit levé, ça doit faire parallélisme de forme oblige, on doit aller de l'autre côté. Ça doit suivre le même processus. Tant que ce n'est pas fait, vous comprenez, vous convenez avec moi que nous on respecte ce qui a été dit dès le début. Donc c'est un peu ça. J'ai suivi avec beaucoup d'attention cette affaire sur les réseaux sociaux, malheureusement. C'est là où on recueille beaucoup de documents qui parfois sont tronqués ou pas, mais qu'importe. Dans le document qui circulait sur les réseaux sociaux, j'ai vu que c'était une grande réunion à la salle de conférence du ministère de la Justice, présidée une fois, on peut appeler cette fois-ci, par exemple, du Momo qui a enchaîné les toges du ministre quand même. Ça c'était intéressant de voir que ce n'était plus sur les réseaux sociaux cette fois-ci, mais c'était en direct dans la salle d'audience, dans la salle de conférence. Autour de lui, il y avait le CED, le représentant du CED, de monsieur délégué à la sécurité nationale, il y avait le bâtonnier qui était présent, il y avait lui aussi, autour de lui, j'étais le secrétaire général du ministère de la Justice qui était là. Donc c'est une grande réunion, il faut le dire. Mais ce qui m'a le plus frappé dans cette histoire, c'est que à la fin de la réunion, ils ont signé une autre conjointe. Ça veut dire que le ministre a dit qu'il souhaiterait que vous levez votre mot d'ordre de ne pas fréquenter les prétoires. Il a dit ici, point financier terminé, ils ont signé. Sauf que le mot d'ordre n'a pas été levé. Oui, il n'a pas été levé. C'est une consultation avec le délégué
la sécurité nationale. Ça veut dire qu'en fait, au sorti, ils ont beaucoup causé, mais certainement, je n'ai pas eu, je n'ai peut-être pas présent au débat, mais quand vous lisez la note, vous pouvez comprendre que certainement le ministre leur a demandé, ben écoutez, vous pouvez arrêter, et que certainement la partie adverse a durci, a dit non. Bon, maintenant on va voir derrière ce que les différentes parties vont proposer. Vous savez, ça pose un problème, c'est dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est le problème du respect des droits de l'homme au Cameroun. C'est le problème du respect de la profession et des ordres dans ce pays. C'est le problème du respect du simple journaliste qui est dans la rue. Que le gendarme qui est en tenue sache qu'il joue un rôle dans la société. Et que lui, le gendarme, parce qu'il est en tenue, joue son rôle. Et que les deux sont complémentaires. C'est le respect du droit de l'homme à la fin, si on le comprend. Vous imaginez qu'un avocat qui va par exemple visiter son client à la prison ne peut pas avoir accès, ou bien qu'on lui complique la tâche. Nous, on se trouve. Je ne pense pas que c'est le président de la République qui demande de faire cela. Mais ça veut dire que les gens sont zélés. Et ces zèles-là, l'administration camerounaise doit veiller à sanctionner. Les mutineries de la prison centrale de Gondangui et de Boué ne sont pas si éloignés que ça. Le problème, on va dire que non, c'est la chancellerie qui est cause. Mais le problème de fond, déjà, c'est les fonctionnaires. Les hommes qui sont en contact avec les prisonniers. C'est un manque de respect qui n'a pas de nom. Et vous comprenez que cela ne peut que créer l'aigreur dans le cœur des gens. Ils ont dit quelque chose, nous ne voulons plus voir quelqu'un, nous voulons juste voir les hauts responsables. Cela signifie qu'ils n'ont pas confiance avec je pose ce problème, je remets sur ce problème pour dire qu'il faudrait que dans ce pays, chacun à son niveau comprend que même si tu es le supérieur, quel que soit le rang et le grade que tu as, il faut comprendre à respecter la notion de citoyenneté à la base, pour ne pas dire d'être un humain. Quand vous voyez le gendarme, il est en train de... le policier, quand il a un stop un taximan, vous savez qu'avec un arrogance, il le fait. C'est comme si on ne va pas le bousculer parce qu'il est en tenue, il manque du respect. Mais c'est un humain. Vous comprenez la façon qu'il s'adresse? Bon, parce qu'il est en tenue, parce qu'il est armé, du coup, les autres. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas respecter l'homme en tenue, mais il faut tenir compte du fait de la souveraineté. On a des droits qu'il faut respecter. J'ai dû beaucoup me retenir pour ne pas rappeler aux gardiens de prison hier qui étaient, j'ai vu ces époques, on est gardien de prison avec un CEP. Mais pour devenir avocat, il faut au moins, je crois, 7 ans après le baccalauréat. Donc, après un concours, vous pouvez aller dans un cabinet, vous faites 10 ans d'études. C'est-à-dire que vous étudiez ce droit, parce qu'il vous rappelle vos droits même dans les brigades. C'est-à-dire que vous voyez un monsieur qui est gendarme avec son BEPC ou son probatoire. J'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup de petits frères gendarmes. Et quand vous discutez avec lui, même à la maison, il vous dit non, la faute pénale, une faute peut engendrer une faute civile, parce que pour un contrat, moi je raconte une histoire dans une brigade où la dette, c'est-à-dire que quelqu'un vient reconnaître une dette de 5 000, oui, je reconnais ma dette. Il me dit, mais vous reconnaissez, oui, mais c'est civil, c'est pas pénal. Il me dit, mais vous ne savez pas qu'une faute civile peut entraîner pénal. Et moi, je vous dis, moi, j'enseigne le droit dans les universités. Il dit, non, moi, j'enseigne le droit dans la brigade d'ici. Et dans ma brigade, on peut mettre des gens en détention, puisque ce monsieur était déjà en garde à vue, sans bon de garde à vue. Moi, je ne suis pas juriste, donc je venais juste dans mon village. Donc, en tant qu'élite, j'ai dit au commandant de brigade que, mais, monsieur le commandant, on ne peut pas le garder sans bon. Il n'y a même pas de plainte. Il dit, on peut saisir l'officier, même verbalement, il dit, mais 48 heures après, je crois qu'il faut qu'une plainte arrive. Donc, voilà des cas comme ça qui existent et parfois ça peut créer des tensions. Oui, disons, je suis gêné, je suis très gêné de la façon dont vous parlez des hommes en tenue. Sachez que... Est-ce que la récupération des avocats ne sont pas légitimes? Oui, attendez, je suis très gêné de la façon dont vous parlez des hommes en tenue. C'est un corps qu'il faut respecter parce que sans les hommes en tenue, il n'y a plus d'État. On respecte. Sans les hommes en tenue, il n'y a plus d'État. Il ne faut donc pas être partisan de ceux qui veulent absolument que l'État disparaisse, que le Cameroun disparaisse. Non, monsieur Serge, je vais ajouter. Monsieur Serge, deuxième chose que je vais ajouter, la prise de parole. Majesté, vous êtes à ce niveau-là. Non, non, vous n'êtes pas à ce niveau. Vous faites les choses transparentes. Qui nous ramène à ce niveau? Non, vous n'êtes pas à ce niveau. Bon, je vous ramène à ce niveau. Voilà. Allez-y, c'est vous dire que la sécurité de nous tous dépend des hommes en tenue. Donc il ne faut pas les vilipender n'importe comment. Nous sommes dans un état où chacun doit respecter les autres. Il ne faut pas que nous, parce que soit nous sommes journalistes, soit nous sommes avocats, que nous croyons que nous sommes au-dessus des autres Camerounais. Mais c'est ça, on peut dire.
Est-ce que vous comprenez? L'inverse c'est aussi vrai, oui. L'inverse c'est aussi vrai. Mais c'est ça. Voilà, j'interpelle d'abord. Soyez patriote. Parce que le juge, oui, je suis d'accord. Ne nous jetez pas en pâture à faire dans. Non, je me dis que c'est déjà la sortie de ce. Non, je dis que ça, c'est une chose. La deuxième chose que je veux ajouter, c'est que il faut d'abord savoir que en 2016, les avocats ont été à l'origine de ce qui nous arrive aujourd'hui. Il ne faut pas que par leur irresponsabilité, on en arrive encore à une situation. Mais sachez que Majesté, vous ne pouvez pas, on ne peut pas, je préfère et je demande que Majesté retire le terme irresponsabilité. Parce que c'est hautement blessant et moi en tant qu'avocat, je vous parle assis sur un plateau et un truc de ma conspiration est irresponsable. Il semble que le jour où Majesté aura un problème, il va faire recours à un avocat. Est-ce que son avocat sera en train de venir l'assister et qu'il attendra que son avocat est bloqué à la porte ou alors qu'il est tenaillé par des hommes en tenue? Je pense bien qu'il ne changera pas le langage qu'il est en train de tenir aujourd'hui. Vous avez un langage de travail et je sais pas là, quand la maison de votre voisin brûle, il faut faire très attention parce que vous ne savez pas l'étincelle qui peut partir là pour forcément arriver chez les dons retirés, merci au profit de tout le monde, c'est une responsabilité. Mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait que il ne faudrait pas que cette affaire qui est purement corporatiste, parce que les droits de l'homme nous concernent nous tous. Oui, oui. Mais tout le monde peut être victime. Et c'est pour cela que sachez que nous sommes tous logés à la même enseigne en ce qui concerne les droits. Nous voulons juste que il ne faut pas que cette affaire partie, c'est effectivement sur une affaire purement corporatiste, devienne plus tard une autre affaire politique, comme nous avons connu avec ce qui s'est passé en 2016. C'est pour cela qu'il fallait que... Dans tous les cas, vous les journalistes, vous êtes déjà au fait. Mais c'est déjà le 16, donc j'espère que vous serez à mon procès. Il faut que ces revendications corporatistes qui sont bénéfiques à nous tous restent purement corporatistes. D'accord. Dernière version de Joseph Félix Miel. Ça dépend de la façon dont vous allez gérer ça. Moi, je vais avoir l'idée sur les lèvres d'autres seulement à tous autour de cette table et ceux qui nous écoutent que la prise au nozo a pour point de départ les revendications corporatistes, entre autres celles des avocats. Tout à fait. Et qu'un avocat n'est qu'un individu au service du peuple. Ça veut donc dire que le problème, les revendications des avocats ne sauraient se réduire à la seule corporation d'avocats. C'est un peu plus complexe qu'on ne l'imagine. J'ai même envie de dire que c'est un problème global. Ça veut dire que lorsqu'on essaye d'évaluer les doléances des avocats aujourd'hui, il faut intégrer tous les autres paramètres qui y vont. Moi, lorsqu'on a parlé des policiers, mais j'ai envie de dire à ceux qui parlent aux policiers que est-ce qu'ils savent dans quelles conditions ces petits policiers entre guillemets vivent? Tout à fait. Parce qu'on pouvait trouver quelqu'un à un poste de service qui est en train d'extérioriser une frustration où il ne peut pas s'adresser à la hiérarchie et c'est vous qui subissez la frustration. Parce qu'il faut vraiment... C'est généralement le cas. Ne fût-ce que les conditions de la relève, même de la carrière dans la maison. Vous voyez un individu qui est, il intègre la police, au cadre peut-être d'inspecteur de police, il a trouvé un commissaire qui travaille depuis, mais puisque par son mécanisme d'intégration dans le grade, il est tout de suite admis à une responsabilité qui fait que le commissaire n'existe plus quand il passe. Mais qu'est-ce que vous voulez quand vous arrivez face à ce commissaire? C'est un peu plus compliqué. Maintenant, il y a un problème de la corruption, parce que moi j'ai envie de vous dire que de l'observation, peut-être je vais exagérer, mais le service public camerounais est devenu un facteur d'insécurité pour les populations camerounaises aujourd'hui. C'est grave ça. Lorsque vous subissez une agression chez vous, vous avez peur d'aller vers la justice qui doit vous passer. D'ailleurs, vous arrivez à un commissariat, oh monsieur, où est votre carte d'identité? Vous faites quoi là? Alors que vous venez d'être victime d'une agression, vous n'avez même plus de carte. Maintenant, un peu plus loin, vous trouvez, j'ai bien envie qu'on défende la cause des avocats. Mais j'ai eu des affaires où l'avocat vous amène d'abord sur le juge pour parler comme au quartier. Vous finissez d'abord dans le quartier du juge avant de revenir au pétré. Ça n'a pas de sens. C'est extraordinaire. Vous voulez que la justice se situe à quel niveau? Donc pendant qu'on fait le reproche
à ceux-là qui sont de l'autre côté de la magistrature, mais il faut aussi que les avocats, quand même, à un moment donné, fassent leur travail. Moi, en interne, oui. En interne, moi je suis même content de ce, parce que ce mot-là ne concerne même pas les avocats seulement en face, mais eux-mêmes, de dire que vraiment on a pété ses mains pour, mais les conditions ne sont plus réunies. Je vous assure que, regardez l'opulence dans laquelle les avocats vivent, mais demandez-leur si c'est toujours permettez-moi l'expression du quartier, est-ce l'argent propre de leur travail? Non. Le procès est négocié ailleurs. C'est le folklore au tribunal. Quand le procureur prend la parole, il sait exactement ce que l'avocat va dire. Le juge sait exactement ce qui va se passer. Parce que tout s'est... Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de... Pour moi, c'est une exception. Parce que tout s'est passé ailleurs. Il vous a dit, bon, pour tel magistrat, c'est l'avocat qui vous le dit. Quand vous avez telle affaire, voilà ce qu'il lui faut. Alors, on va arranger. Et voilà ce qui va le... Je ne dis pas que c'est le cas. C'est pas un problème général. Mais c'est un problème qui revient aussi, juste pour attirer l'attention de la corporation. Donc, vous avez aussi les brebis galeuses au sein de la maison. Donc, prenez le courage aussi d'assainir la maison en interne. Moi, je vous parle des faits que j'ai vécus. Donc, ça dit, je ne me sens pas en situation confortable aujourd'hui lorsque j'ai une affaire, parce que l'avocat, il est corrompu, le magistrat, je ne dis pas tous, le magistrat corrompu, tout se passe ailleurs. Donc, c'est-à-dire, la notion du patriotisme n'existe même plus. Donc, la nation se définit ailleurs. Mais c'est lorsque c'est comme il a dit tout à l'heure à Sa Majesté, mais c'est lorsque vous vous rendez compte que j'étais en train de jouer un mauvais rôle hier et que je suis concerné aujourd'hui, que vous vous rendez compte que finalement, ça ne va pas. Donc, moi, j'ai envie de dire que suite à ce problème sérieux, il est de bon ton que le gouvernement le prenne au sérieux, que tous les points soient mis à l'ordre du jour et qu'on trouve donc au terme de ces points les conditions qui permettent que ce corps fasse son travail. Donc, vous les avocats, dites au gouvernement que mais il y a des policiers qui sont frustrés. Et de par ce comportement, ils peuvent même poser des actes qui ne nous permettent pas d'avoir. Donc, ne pensez pas uniquement à vous, parce que vous avez des clients. C'est génial. Alors, je vous dis, vous ne plus parler au nom de tous les avocats. Je voudrais juste, en 2 minutes, dire repréciser des choses. Déjà, on n'a pas besoin qu'on nous défende, on n'a pas besoin d'avocats tels qu'ils sont en train de vouloir être présentés sur le tableau. Nous avons posé nos problèmes et qui ne sont pas niés par l'opinion publique. Personne ne le nie, c'est fait établi. Maintenant que je l'ai dit, il est connu que dans chaque profession, dans chaque corporation, dans chaque métier, il y a des problèmes à l'interne. Nos problèmes internes nous concernent à l'interne. Mais lorsque nous commettons ou nous subissons un problème général, nous nous réunissons et nous disons voilà ce que nous ne voulons pas. Maintenant, si les uns et les autres, dans le cadre de leur relation avec leurs avocats, connaissent des problèmes, vous êtes libres et vous avez le droit, et nous le disons toujours, vous avez le droit de saisir le conseil de l'ordre. Maintenant, je chute là, parce que ça fait 1 minute, 2 minutes, je chute par là. Vous voyez, dans ce procès, nous avons parlé d'un certain nombre de choses. Le procès de Moïse Kamto qui est passé dernièrement. Et l'affaire a été renvoyée au 8 octobre. Vous avez remarqué que je me suis abstenu de parler du dossier. Oui, c'est de façon volontaire et c'est déontologique. Parce que le procès n'a pas encore été ouvert au fond. Alors, j'ai pris les uns et les autres qui ont des idées, ou alors qui ont des appréhensions, ou alors qui imaginent certaines choses. Faites nos procès, vous verrez ce que nous, de la défense, nous allons produire. Ce sera exclusivement du droit. Il n'y aura rien d'autre à faire. Et je vais finir en disant un mot. Nous devons apprendre à connaître que l'avocat est le miroir de la société. Sous d'autres aussi, on appelle le baromètre de la société. Quand ça ne va pas dans la société, l'avocat est celui-là qui peut réguler les choses en apportant des solutions et bien sûr des observations sur des points précis. Merci bien de quelques messages passés dans notre code les messages WhatsApp en l'occurrence. Il y a Tita Sikati qui dit ceci: moi j'ai un problème, qu'on me dise plus que le professeur Maurice Kamto a contribué à la rédaction du code de ce pays. Il a été victime d'un système et qu'il a exécuté aux autres. C'est sûr que s'il avait son mot à dire, son code
devait pas être rédigé de la sorte. Chirac Elias Poumier, qui a également envoyé plusieurs messages parvenus à notre Chirac Elias Poumier, qui dit également ceci en rapport avec ces différents messages. Le RDPC n'a plus honte. En fait, c'est quoi le MRC BAS? C'est un nouveau parti politique. Il se pose la question, mais soyez sérieux et honte. C'est quoi le MRC BAS que vous répétez partout chaque fois que vous êtes en manque d'arguments? Il s'adresse là à Sa Majesté Joseph Patrice Ondondo. Il dit également qu'en 92, c'était plus fort, mais Paul Biya a su tempérer. Est-ce à dire que ce n'est plus Paul Biya qui gouverne? Il attend quoi pour tempérer aujourd'hui? Le PCRN, le Parti communiste pour la réconciliation nationale, a l'air de poser de faux problèmes. Il s'adresse là à Joseph Biyaga. Avec un tel code électoral, c'est le RDPC qui gagnera toujours. Le vrai combat, c'est le code électoral et non les inscriptions sur les listes électorales, dit Chirac Elias Poumier. Sa Majesté Ondondo est terrible, il s'adresse encore à lui en disant qu'il traite les avocats irresponsables, ou bien qu'en 2016, on aurait résolu le problème avant d'envoyer les policiers les tabasser. Si on n'avait pas envoyé les policiers tabasser les avocats, on ne serait jamais arrivé là. Mais c'est la régie d'antenne qui nous a accordé 18 minutes pour justement traiter de ce second sujet. On participait justement à ce débat Joseph Félix Biyaga, Léopold Dassi, Sa Majesté Joseph Patrice Ondondo et Maître Pépin Diondo et André-Marie Dibamou dans la dédicace de son ouvrage de la période 2018 au Cameroun, théorie mathématique de la victoire du président Paul Biya. La dédicace aura lieu cette fois-là à Douala le 20 septembre prochain et le 6 septembre dernier, c'était la préparation de l'ouvrage à la presse nationale et internationale. Bien, fin de cette émission de diffusion ce lundi 22h minuit. Si vous êtes en train d'écouter cette émission, bonne nuit à tous.